On est bon, ça enregistre. C'est Lilia, le décollage de la fusée. c'est le décollage. Bonjour, ça fait pas du tout Bonjour. 20 minutes qu'on se parle. Non, vraiment pas. Voilà, merci beaucoup pour ta présence. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, Merci à toi de tu m'accueillir, es, c'est euh, trop cool. tu es à mes yeux une grande artiste, hein, je te l'ai déjà dit, il y a des points de génie Gentil. d'harmonisation et de comment tu incarnes ton projet. Voilà, donc c'est vraiment un Merci plaisir. beaucoup. Euh, on va commencer ce podcast par les présentations, sauf qu'au lieu de te demander de te présenter normalement, je vais te poser une question un petit peu différente. Quand il n'y a plus de musique, quand il n'y a plus de scène, quand il n'y a plus de studio, quand il n'y a plus de piano surtout, Hmm. qui es-tu? Quand il n'y a plus de musique, de scène et de piano, qui suis-je? Hmm. En fait, c'est une très bonne question parce que je sais pas encore non plus, je pense. Mais c'est sûr que tous ces éléments, ça fait vraiment partie de qui je suis. Même quand je fais rien, que je m'ennuie, que je suis juste là à geeker sur Zelda, j'écoute la musique pendant que je joue. Ou alors, je pense que je suis juste encore en recherche de qui je suis et je pense que ça, c'est le parcours de tout le monde. Et tout ce que je pense essayer d'être, c'est être quelqu'un de bien, ça c'est sûr. J'essaye Mhm. d'être une bonne personne pour les gens autour de moi, pour ma famille, pour mes proches. Mais je peux pas te dire que sans la musique ou sans le piano, je suis quelqu'un. Ça, c'est sûr, c'est l'extension de moi-même. Et c'est quelque chose, même si je fais autre chose, pour moi, ça reste central. Donc, ouais, au-delà de ça, tout le reste de cette réponse, c'est en cours de recherche. Et comment elles se trament du coup aujourd'hui ces recherches? Comment tu es à la recherche de toi-même? Ben, en testant plein de trucs et en étant ouverte, je pense, à tester plein de trucs et à essayer de pas me définir parce que je pense de caractère, je suis quelqu'un d'assez scolaire. Mhm. Et comme j'ai grandi dans un environnement où l'école, c'était important. Et ensuite, après l'école, bah, j'ai fait l'école de musique. Et après l'école de musique, je cherchais quelque chose aussi d'assez cadré, de me dire, OK, j'ai fait cette formation pour faire ce métier. Et tout est parti comme ça, parce qu'on est venu me chercher pour des projets différents. Et si on n'était pas venu me chercher, sincèrement, je pense que moi, je ne serais pas allée. C'est-à-dire, et ça, je le dis tout le temps, mais c'est un truc où tous les projets que j'ai faits après l'école, et c'était des projets que j'avais pas prévu de faire, Mhm. si j'avais reçu un papier avec ma photo dessus, avec mon prénom, mon nom, mon adresse qui disait on cherche telle personne pour ce projet. Si c'est vous, présentez-vous. Je me serais pas présentée. Genre c'est comme ça que je vois les castings et les trucs comme ça. Genre je me projette jamais genre en me disant ah c'est pour moi, j'y vais, je m'impose, c'est moi qui vais le faire. Et donc c'est des choses où on a dû venir me chercher. Mais C'est quoi le maintenant que plus je l'ai gros fait, blocage ouais. tu dirais que c'était quoi le plus gros blocage avant qu'on vienne te chercher justement même si c'est tout pour moi, que c'est fait pour moi, j'y vais pas. C'est une peur de décevoir, c'est un problème de légitimité, c'est une peur de déranger. Je pense un peu de tout, mais c'est surtout, je réalisais pas qu'il y avait forcément une peur, parce qu'en fait, c'était une décision plus qu'une peur. C'est Mhm. que je dis ça dans le sens où je le sentais pas comme un blocage à l'époque. Par exemple, pour moi, j'étais juste à l'école, c'est tout. Mhm. J'étais au lycée, j'ai passé mon bac, j'ai eu la bourse pour l'école. Je me suis dit, ok, je vais à l'école. Ok, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller aux États-Unis, de faire de la musique et de faire une école cool pour ça en plus. Mhm. Donc je me suis dit, évidemment, je prends la proposition de bourse. Mais avant même d'être allée à l'école, moi, je me disais, peut-être je fais médecine, peut-être je fais un doctorat en maths. J'étais pas du tout dans ce délire-là, tu vois, même si j'ai fait de la musique toute ma vie. C'est Mhm. pas, j'ai pas des parents qui sont dans ce milieu, j'ai pas de contact, j'ai pas de réseau. J'ai grandi à Rabat, j'ai pas grandi dans une ville comme New York ou Paris, où à chaque coin de rue, t'as des endroits pour te produire, des petites scènes, des agents qui sont tout le temps là, qui traînent. Donc c'est un truc qui, pour moi, était pas en tout cas pas plausible sans sacrifice. Et ces sacrifices-là, ça aurait
voulu dire que soit moi, j'aurais eu à me dire: «OK, bon, je bloque 1 an, 2 ans, 3 ans de ma vie, je m'installe quelque part, je la tente le tout pour le tout et je serai déçue ou pas déçue et je me bats et tout ça». Ce que je me voyais pas trop faire sans en tout cas sans faire des études et je pense que mes parents me voyaient pas trop faire non ça non plus, tu vois? Et c'est des trucs où je me disais: «C'est trop, ça me demande de donner trop d'un coup sans avoir de certitude». Et quand j'ai décidé de faire de la musique, je me suis dit: «OK, j'ai reçu la bourse, je vais à l'école». Je me suis dit: «Bon, bah, je fais» à l'école, j'ai fait composition de musique de film, j'y suis allée en tant que pianiste, même si j'ai chanté toute ma vie. Pour moi, le piano, c'est ce que j'ai fait au conservatoire. J'ai un bout de papier, j'ai un diplôme qui dit: «Oui, Lilia joue au piano». Très bien. Et donc, je me suis dit: «Bah, c'est ma légitimité, elle est là. C'est dans le piano, j'ai fait des études toute ma vie. Je vais à l'école pour ça, je vais rester en tant que pianiste, je vais faire la composition de musique de film parce que ça mêle ce que j'aime, c'est-à-dire composer, écrire et enfin, pour moi, c'était le juste milieu parce que j'ai toujours écrit des chansons, mais c'était jamais pour les sortir, c'est toujours pour moi parce que c'était Mhm. impossible de faire autrement et ensuite, j enfin, c'est juste que je voyais pas ça comme un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas plausible que ça arrive ou comme ça ou ça demande un sacrifice, quoi. Donc je me suis dit: «Bah, je vais aller sur un truc qui est le juste milieu», c'est-à-dire la composition et en même temps, ben, les films, c'est une industrie, il y a un truc un peu conventionnel aussi. Il y a tout un réseau, des gens qui sortent des écoles, qui vont dans des boîtes de prod, pour de la musique de film, la musique de jeux vidéo, les trucs comme ça. Tu as un certain, rythme de 9 to 5, tu vois? Et genre que tu peux, simuler un peu dans cette vie, avoir un peu un truc cadré, quoi. Donc je me suis dit: «Bon, c'est le meilleur truc» et voilà, une fois que j'ai décidé que j'allais à l'école pour ça, je c'est pour moi, j'ai décidé de faire ça. C'est à part si on me propose c'est ce qui s'est passé, on m'a proposé quelque chose, c'est sorti de nulle part. J'ai dit: «Bon, ben, je la tente, on me le propose. Je la tente et on verra ce que ça donne» et puis ça fait effet boule de neige mais je serais pas allée chercher ça de moi-même parce que je pars du principe que j'ai décidé de faire autre chose et peut-être c'est pour moi, peut-être c'est pas pour moi. Je me juge pas dedans, mais juste je vois qu'il y a déjà en fait, c'est ça aussi qui m'a découragée par rapport au «chant» entre guillemets. Par exemple, à l'école, on m'a toujours posé la question, est-ce que enfin, pourquoi je n'ai pas fait du chant à l'école plutôt que de la musique? Mhm. Mais juste parce qu'il y avait trop de monde aussi. Enfin, tu arrives aux States, tu as quoi? Tu as 16, 17, 18 ans, tu as que ça aux États-Unis. Des gens qui Mhm. écrivent, qui jouent de la guitare, du piano, qui écrivent leurs chansons, qui chantent, qui ont leur style, qui ont tous les styles du monde, qui ont machin. Il y a trop de brouhaha. Ça me genre moi je peux pas, Ouais, il y a pousser du l'esprit très coude, cartésien sur la recherche bah, de ce qui a été. Ouais, je ressens ce juste milieu. Euh, mmh, Il y a cette notion, comme tu as dit, tu vois, c'est essayer d'avoir ce juste milieu dans la musique et un métier qui peut ressembler à monsieur, madame, tout le monde. ouais. Euh, Ça va pas Mais être j'ai appris que ça évident marchait pas comme. comme ça, hein. J'ai appris que ça marchait pas comme ça. Alors là, les ça marche ou ça marche pas, fou, la vie c'est tellement un chaos, mais Non, mais oui, mais je il veux faut dire, voir c'est là que la ça beauté. répond, Hmm, c'est là que ça répond à ce truc de où est-ce que ça t'emmène où est-ce que ça te mène? C'est qu'en fait, tu arrives à un endroit où tu sais que tu peux toujours essayer avec le juste milieu et c'est bien d'être dans le juste milieu, mais à un moment donné, faut aussi, savoir quand. Mais je pense que c'est un mot-clé, c'est quand se donner entièrement. Et je pense que la musique, ça fait partie de ces arts où il faut se donner entièrement parce que de toute façon, tu donnes tout le temps toi. Mais, c'est quand le faire pour que ce soit pas non plus, un trop gros sacrifice pour soi, tu vois? hmm. Mais du coup, il y avait quand même je vais pas dire une pression, mais je vais le dire quand même, ce que tu vas comprendre, bah, justement de cette recherche, même jeune, même potentiellement avec des rêves de la musique, de toujours cet esprit cartésien qui revient. Euh, Tu dirais que c'est quoi qui a implanté ça en toi, justement, très jeune, d'avoir cet esprit sécuritaire? Est-ce que c'était le cadre familial? Est-ce que c'est plutôt les us et coutumes de l'endroit où tu as grandi, où on est plutôt devant, va faire les études, etc. Un tout. Mais c'est quoi ces choses-là qui ont impacté tes choix dans on va essayer d'avoir l'optimisation dans mon Ouais, c'est parcours ça. artistique? Mais c'est tout. C'est tout ce qui ça part de l'environnement où j'ai grandi. Moi, je viens d'une famille, c'est que des médecins, que des ingénieurs, où tout le monde a fait des grandes écoles, des grandes études et j'en suis fière et je sens aussi que c'est pas tout le monde qui a ce genre de famille et c'est trop cool et mes parents, ma mère, elle a fait, des PhD,
pendant 14 ans, je sais pas où. Mon père, il a fait des études pendant longtemps aussi. C'est des choses où je viens de 2 parents qui ont eu des formations, solides et qui ont fait des je trouve des belles carrières professionnelles et qui sont des personnes super parce qu'ils ont eu cette formation aussi. Je trouve, en tout cas, je pense que dans ma famille, le côté cerveau, il est très valorisé, tu vois? Mhm. Et mais c'est sûr que même en général, et ça, je pense que moi, j'ai grandi au Maroc, je pense que beaucoup de Marocains, diront ça aussi, c'est important les études. C'est quelque chose où c'est pas, si on a la possibilité de le faire, c'est pas forcément un choix. Il y a beaucoup de familles, ça dépend des familles, mais chez les familles, où on fait des études, c'est hyper important d'aller au bout, de faire des écoles solides, des trucs, parce que ça, c'est égal à stabilité. C'est égal à diplôme, égal travail, égal stabilité. Maintenant, les règles changent aussi par rapport que ce soit à notre époque, à notre génération, aux métiers qui sont aujourd'hui des nouveaux métiers qui sont pas du tout de ceux, des générations de nos parents, etc. Bien sûr. Et par rapport aussi au fait que, ben, il y a plein maintenant, moi je suis à l'étranger, je suis pas au Maroc, je suis à Paris. C'est différent, je fais un métier artistique, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec les formations. Mais en fait, je dirais pas que c'est une pression. Enfin, après bon, quand je repense à moi au lycée, oui, j'étais en spé maths, j'avais la pression, je voulais avoir le bac, avec mention pour qu'on me dise pas, que je suis nulle ou quoi, tu vois? Mais par contre, c'est genre, il y a jamais eu, en tout cas de mes parents et moi, il y a jamais eu cette pression de il faut, on se l'est jamais dit à voix haute. Je sais pas, Bien sûr. c'était comme ça, il y a jamais eu le: «Attention, si tu fais pas ça, tu plus ma fille» ou je sais pas quoi. Genre il y avait pas ce genre de pression. En tout cas, si c'est à ça que tu penses. C'était plutôt mes parents, ils voyaient ça comme, en fait, quoi que tu fasses, il faut que tu aies une formation avant de le faire. Genre ma mère, à un moment, elle m'a dit: «Mais tu veux faire même couturière si tu veux, fais une formation». C'est hyper important parce que moi, si tu choisis de faire médecine, par exemple, ma mère, elle est prof en biologie moléculaire. Elle est prof à la fac de médecine et elle m'a dit: «Si tu choisis de faire médecine, par exemple, moi, je peux t'aider plus ou moins à te guider, à savoir tes forces, à t'aider quand c'est difficile pour toi. Je saurais te dire: "Là, c'est mort, c'est pas pour toi, genre change de spécialité, c'est pas tu pas bonne dedans"». Je saurais juger ce que tu fais dedans. Si tu choisis là, elle me dit genre, par exemple, là, tu as choisi la musique, je peux pas te dire, moi, j'ai l'impression d'être tout le temps biaisée, d'être trop, la bonne maman, qui trouve tout incroyable ou alors genre je comprends rien à ce qui se passe et où j'en ai rien à foutre. Genre c'est l'un ou l'autre. Et du coup, elle me dit: Je pourrais pas, moi, te guider. Donc, il faut que tu aies des personnes, que tu te fasses un réseau. Et ça vient par les formations. Parce que moi, pareil, elle a pas des. Comme je t'ai dit, j'ai pas grandi dans une famille avec des contacts partout qui vient de l'art ou quoi. Donc, c'était surtout ça la logique. Il me disait juste: il faut que tu te crées un, un trajet, quoi, une direction. Et ben, ça, c'est forcément un des routes les plus simples pour ça, c'est l'éducation, quoi. Mhm. Mais ça a jamais été. C'est après, j'ai 2 petites sœurs et quand je vois la différence entre moi et mes sœurs, c'est aussi un trait de caractère que j'ai. Quand tu me dis: «Je suis cartésienne, je suis très dans le juste milieu, dans l'optimisation», ça, c'est vraiment je suis moi, psychorigide, contrôle fric. Genre c'est ça, c'est moi aussi. C'est-à-dire, je vois aussi que c'est moi qui ai évolué, qui suis devenue cette personne et c'est mon cerveau, il marche comme ça. C'est les chiffres, les suites logiques, les patterns, les motifs qui se répètent et donc tout est un puzzle, tu vois? Et c'est toujours comme ça et donc c'est un Donc, peu du coup, c'est de vrai que je, tout. je comprends mieux la logique qu'il y a derrière tes titres au piano, sans avec des notions très très mathématiques. Euh, mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Il y a vraiment une notion, euh, et forcément, voilà, qui est dans certains endroits où tu grandis, où il y a des mœurs peut-être un peu différentes, où il y a beaucoup de définitions. On se définit par ce Ouais, qu'on fait ouais, plus complètement. que par qui on est, on se définit par ce qu'on fait. Et c'est vrai que ton parcours, toi, est presque un parcours aussi initiatique dans la musique. C'est parce que justement, ton projet aujourd'hui est en train de te regarder et te dit, bon, ben, tu vois bien que là où tu te définis par ce que tu fais, ça va avoir ses limites. Et que Mmh. tous les blocages en fait que tu vas rencontrer potentiellement aujourd'hui ou toutes les choses qui vont être vraiment difficiles, c'est de commencer sur la première question que je t'ai posée de qu'est-ce qu'il y a quand on fait plus. Parce qu'être artiste, c'est exactement ça. Ouais, Euh, c'est ça. C'est vraiment se remettre en question et c'est ça que j'apprends à accepter entre ce
à laisser un peu aller de ce enfin, je vais jamais le laisser aller parce que c'est moi et c'est indélébile. Je suis comme ça, je suis scolaire, je cherche toujours un pattern quelque part pour essayer de m'accrocher à ce pattern-là et anticiper ce qui vient après et je suis toujours dans la suranalyse et c'est bien d'analyser mais d'être dans la suranalyse, c'est aussi un peu contraignant à des moments et donc en fait, ce que ce parcours m'apprend à faire, c'est à accepter l'angoisse des fois de quand tu es entre 2 projets, tu viens de finir 2 trucs hyper intenses. Tu viens de finir un énorme truc et tu sais qu'il y a un autre truc qui va arriver, qui va te bouffer tout ton temps, ton énergie, mais entre les 2, tu as genre, quelques mois. Et pendant ces mois, tu culpabilises de pas faire autre chose, de pas être en train d'écrire, de pas quand tu pas, tu es en train de culpabiliser de pas écrire. Quand tu pas en train de faire de la musique ou d'enregistrer des vidéos, des covers, je sais pas quoi, tu culpabilises de pas le faire. Quand c'est et du coup, tu te dis: «Oui, mais» et en même temps, c'est le moment de justement lâcher prise et faire un peu confiance à la vie et à la bonne étoile et de se dire: «Il faut que je me repose maintenant» parce qu'en fait, dans pas longtemps, je vais avoir un truc qui va me submerger et qui me prendra tout mon temps et après je vais regretter le temps que j'ai passé, que j'avais un peu de vide et que je pouvais pas genre accepter comme temps libre et ouais, ça fait partie aussi du cycle, c'est qu'on s'ennuie et qu'on fait rien et s'inspire et on crée autre chose qui est différent, puis on finit de créer, on est KO, puis on s'arrête, puis on s'ennuie et cetera et cetera. Mais c'est ouais. T'as dit plein de trucs trop bien, je vais pas réussir à rebondir sur tout. Il y avait des trucs. Le truc qui me le Désolée, plus marqué, je c'est parle quand. Non, mais énormément. t'excuses pas, le but du podcast, c'est de te faire parler. J'aime bien quand t'as dit faire confiance à la vie. T'as mis des gros guillemets, je me suis dit, ok, il y a encore du travail. Le but, c'est vraiment de pas mettre les guillemets. T'as dit plein de mots intéressants. T'as parlé de culpabilité, t'as parlé de lâcher prise, qui sont effectivement le travail d'un être humain. Euh, Ouais. Mission principale d'être un être humain, c'est de faire tout ce travail-là de culpabilité, d'incarnation, Mmh. de lâcher prise, notre rapport L'acceptation, ouais. à toutes ces choses-là. Euh, J'essaie de rebondir du coup, mais parce que tu as dit des trucs trop bien. Euh, et il y a un point aussi qui est essentiel, évidemment, et je pense que je le dis à chaque épisode, mais parce que c'est la base de tout, c'est la différenciation, parce que tout est dans la subtilité. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre, c'est pareil, hein, équilibre entre le être et le faire. C'est cette Mmh. subtilité aussi entre euh, la maîtrise et le contrôle. Et le but de notre vie, c'est d'arriver à 100% de maîtrise. On n'y est jamais. Hein. Toi qui étais en Mmh. maths, tu vois, c'est comment ça s'appelle, ces courbes qui s'approchent toujours, Les tangentes, qui touchent jamais. Les les tangentes, tangentes. merci. Avoir Ouais. une tangente à 100%, je savais que je pouvais compter sur toi. La tangente à Ah 100% non, de pas la trop parce qu'il y a pas de maîtrise. trucs que j'ai oublié, hein. euh, euh, je t'ai préparé des petites équations différentielles de quatrième degré, mais tu verras ça. Et ne pas avoir de contrôle. Du coup, le contrôle, c'est la chose qu'il faut lâcher en tant Mmh. qu'être humain. Euh, Sauf que sur la forme, c'est exactement pareil. C'est le fond qui est différent. Mais comment travailler sur le fond en tant qu'être humain? On n'est que sur du ressenti et cette notion au lâcher prise. Euh, Mmh. je pense qu'on va y revenir. Je pense pas, je suis sûr. On va y revenir après sur ces notions-là qui sont la base de tout. Euh, J'aimerais quand même rebondir sur un point parce que tu es quand même artiste, malgré les maths, malgré le carré, malgré la psychorigidité dont tu me parlais. Tu es quand même artiste aujourd'hui. Tu as commencé le piano assez tôt. Tu as commencé à Ouais, 4-5 ans. ouais. Justement, quand tu étais enfant au piano, Mmh mh. qu'est-ce qu'elle cherchait, cette petite fille, sur le piano, quand elle touchait, quand elle écoutait ses notes? Ben, si en fait, je pense à différentes étapes de moi, enfant, au piano. C'est à 4 5 ans, je pense que je n'étais même pas au courant que j'étais sur un piano. Je crois que je cherchais rien, j'étais là, je me ra mais j'ai des souvenirs en plus, c'est des trucs un peu qui remontent, de quand on a installé le piano à la maison, que c'était un piano restauré, en plus un super ancien piano que mes parents ont refait, ont retapé et tout machin parce qu'on enfin, c'était un truc où c'était spécial d'avoir acheté un piano et tout et je me rappellerai de cette journée, toujours, enfin vraiment je crois que j'avais 5 ans ou 4 ans, je sais plus quand est-ce qu'ils ont ramené le piano. Mais en tout cas, cette journée m'a marquée, mais j'étais pas c'est-à-dire je pense que comme tous les gens enfants,
t'es pas conscient que tu es en train de vivre l'enfance d'une future vie adulte. Donc je pense que je cherchais rien consciemment. J'étais là et je me suis d'un coup retrouvée dans des cours avec une prof de piano russe, avec une classe où moi j'avais 4 ans, il y avait des meufs qui avaient 16 ans, il y avait des gens qui avaient 11 ans et je savais ni lire ni écrire. C'est dingue, j'ai ce souvenir. C'est dingue que j'en parle parce que je pensais pas. Et en fait, je me rappelle de deux meufs, j'ai oublié leur prénom, mais je me rappelle d'elles. Elles avaient quoi? Je sais pas, elles avaient, je pense, moi j'avais 4 ans, je les voyais, j'avais l'impression qu'elles avaient 20 ans, mais je pense que c'était pas Hmm. ça, je crois qu'elles avaient 13 ans, un truc comme ça. Et, euh, et c'était elles qui m'écrivaient mes cours, parce que je savais pas écrire. C'était elle qui prenait note pendant les cours. Et moi, je rentrais comme ça avec mon petit cahier et ma mère me refaisait un peu le résumé du cours, m'expliquait un peu deux, trois concepts. Mais après, à l'époque, c'était très basique. C'était vraiment juste m'expliquer par des fractions les mesures, le nombre de temps, c'est quoi les figures de notes et tout machin. Et le reste du temps en cours, enfin, je crois que j'étais même pas présente, donc c'était que des trucs où c'était de la dictée musicale. Et c'est là qu'il y a juste ce côté instinctif où les profs, ils vont voir que tu as une oreille ou pas, que tu as un intérêt ou tu t'en fous complètement, ça t'intéresse pas. Donc ça, c'est sûr que ça m'a stimulée, mais je cherchais rien d'autre que de passer ma journée, de la finir, de faire des bisous à mes peluches et Hmm. et faire ma vie. Mais par contre, je repense au jour où, enfin pas le jour, mais il y a une prof en particulier qui m'a marqué, enfin une prof de piano qui était vraiment des années plus tard. Ça faisait déjà des années que je faisais du piano, que voilà, c'était routine, c'était le truc que je faisais avec l'école, avec toutes les autres activités. Je faisais de la danse, du karaté. Enfin, c'était pas, ça se différenciait pas. C'était après l'école, je faisais ça. Ça me dérangeait pas de me retrouver dans d'autres classes, dans des cours, parce que j'étais assez scolaire de caractère, ça me dérange pas. Donc il y a rien qui me, enfin, j'étais vraiment la gamine avec mes parents qui disaient: «Vous voulez m'inscrire à ça? Ouais, ouais, vas-y, j'essaie, il y a pas de souci» et j'accroche, je reste dedans, tu vois? Et heu et j'ai eu une prof bulgare de piano qui s'appelait Emilia et heu et avec elle, j'ai eu des cours, pendant des années, mais ça faisait, genre j'avais quoi? 9 ans, 10 ans, donc ça faisait déjà 4 5 ans que je faisais du piano, c'était assez sérieux, enfin machin. Et heu et je me rappelle après avoir fait mon cours avec elle, je suis rentrée, j'ai dit à ma mère: «Mais en fait, je crois que j'aime le piano. Je crois qu'il y a un truc». J'ai réalisé que je l'aimais bien et Ok, j'ai t'as réalisé eu du que changement quand même. mais c'est pas qu'il m'a fait c'est pas ça, j'ai toujours kiffé. C'est juste que je suis rentrée, j'étais en mode le cours, je l'avais à 19 ans, à 19 ans, à 19 heures, je veux dire et heu et ça finissait vers 20:00, 21 heures, tu vois? Après la journée d'école de 7 heures du matin à je sais pas quelle heure. Donc c'était super long et je rentrais et je passais toute la soirée à répéter encore les morceaux et puis le lendemain matin à les répéter et j'avais trop hâte du prochain cours et là, je me suis dit: «En fait, là, je il y a un truc qui s'est passé avec cette prof Ouais. et il y a un truc qui s'est passé où j'ai compris, que ça allait pas me lâcher. Que la musique enfin que ça allait rester un moment, que c'est pas juste, comme les autres activités où c'est peut-être pas, bon, je sais pas qu'est-ce que si je continuerai à faire ça quand j'ai 15 16 ans ou pas, tu vois? Et heu et ouais, c'est donc Elle c'est avait quoi de différent Elle avait quoi de différent cette prof? Qu'est-ce que c'est qui a fait que? ben, je pourrais pas te dire exactement. On est encore en contact avec cette prof, elle est encore en contact avec mes parents, elle habite encore à Rabat. Enfin, en fait, ce qui était cool aussi avec elle, quand je repense à enfin, c'est vrai que je repense à ces souvenirs, c'est des trucs auxquels j'ai pas pensé depuis très longtemps. Hem, je repense à les cours, comme je t'ai dit, c'était le soir. Donc c'était vraiment on était sur les derniers cours et puis, au conservatoire, il y avait que nous à la fin. Vraiment, il y avait plus personne, c'était on fermait l'école après ces cours-là et heu et son mari est trompettiste et lui aussi prof de musique et sur, la dernière demi-heure du cours, à chaque fois, ils venaient la rejoindre dans la salle pour l'attendre parce qu'après ils partaient ensemble, eux, ils rentraient chez eux. Donc ils rentraient dans la salle, ils se posaient, il attendait et tout machin. Et moi, je continue mon cours avec elle. Et je me rappelle, je voyais que les 2 étaient passionnés de musique, parce que les 2 s'étaient rencontrés, enfin les 2 étaient bulgares, ils avaient fait toute leur vie, je sais plus, en Bulgarie ou en Russie, où ils avaient enfin, étudié la musique en conservatoire. Enfin, c'était vraiment des musiciens, musiciens. C'était pas juste, ils ont fait de la musique et ils sont devenus profs de musique. Et j'étais bluffée par ça et en plus, enfin, j'avais l'impression qu'ils voyaient que j'étais intéressée et que ça les animait encore plus et qu'ils étaient dans un partage d'égal à égal un peu. C'était pas, je sais pas, il y avait un truc très très cool et très tendre aussi, très, très doux
Et son mari, qui est trompettiste, qui s'appelle, Lasco, il, des fois, il la rejoignait dans des explications. Des fois, ils se mettaient à tous les 2 m'expliquer des trucs et enfin, n'importe quel gamin, je crois, aurait pas, calculé. Mais moi, j'étais en train de me dire, «Ouais, genre trop bien, genre là, j'ai, 2 cours pour le prix d'un», je sais pas, genre j'ai un truc qui se passe là, genre j'ai les 2 qui m'expliquent un truc de fou. Je me sens genre, m'élever et c'est trop bien. Genre il y a un truc, c'est juste dans le clic aussi, je pense que ça a cliqué entre nous et c'est comme ça, c'est humain Mm. et c'est très, c'est pas très, Mais rationnel, quoi. ouais, l'être humain n'est pas rationnel dans tous les cas, donc effectivement, c'est très humain. Mais il y a euh, un truc qui est important à ce que tu as dit, et c'est vraiment, je pense, ce parallèle des deux. Et je pense que ça Mmh, doit beaucoup te définir. Euh, tu as dit que ça t'est levé. Donc, évidemment, on l'a bien compris, il y a toujours cette notion de plus, malgré la peur, malgré tout ce qui peut. Alors, pas peur, mais voilà, malgré toutes ces choses-là, il y a toujours le on va aller chercher plus. Il faut upgrader comme mais tu oui, viens de c'est dire. ça, vraiment, ouais. Euh, mais tu as dit quelque chose sans t'en rendre compte. Tu as dit il y avait vraiment une notion d'égal à égal. Ça veut dire Ouais. que potentiellement, le reste de ta vie, en fait, tu voulais pas qu'on te voit comme une enfant. Non, vraiment, enfin, je l'ai dit comme ça, dans le sens où, entre une prof et son élève, il y avait ce truc de elle me posait la question: «Qu'est-ce que tu préfères comme tonalité? Est-ce que tu préfères jouer un morceau un peu majeur, ou mineur?» Enfin, des trucs basiques de chez basiques, mais pour un enfant, j'étais en mode: «Ah, on me donne le choix». Genre, on vient pas juste me dire: «OK, ça, c'est les morceaux imposés de cette année pour les concours de fin d'année, pour l'examen de mi-semestre, il faut voilà, ça». De toute façon, les systèmes conservatoires et tout, tu avais toujours un morceau imposé et un morceau au choix. Donc il y avait un, tu discutais pas, il y avait un, tu pouvais choisir. Mais c'est au-delà de ce truc d'égal à égal, je parlais pas forcément de me sentir infantilisée, parce que, encore une fois, je parle d'un moment où j'avais quoi, 8 ans. Donc c'est pas non plus un moment où j'ai genre 16 ans, je suis en mode, ah non, je suis l'adulte. Non, Non, mais c'est vraiment pas ça. si justement tu es en Mais avance sur 8 ans, ça peut être un ressenti, oui et évidemment. non, enfin, c'était pas ce truc de me sentir infantilisée, c'est plus ce truc de sentir que devant moi, il y a 2 personnes qui me parlent vraiment de musique, pour de la musique. Genre, limite, je peux leur dire: «En fait, je peux ne pas passer l'examen et juste être avec vous». Ils me diraient: «Ouais». Genre: «Viens, on fait juste de la musique ensemble». Mm. Et ça me faisait vraiment kiffer, quoi. Et je pense qu'il y a une partie de l'amour que j'ai pour le solfège et pour la théorie musicale qui vient aussi de ça, parce que j'ai jamais eu de traumatisme, parce que c'est un sujet pour tous les musiciens, tous les gens qui ont fait de la musique, même s'ils sont pas musiciens, qui ont pris des cours de piano ou de musique quand ils étaient jeunes. Une fois que ça commence au solfège, ça casse les à tout le monde, enfin tout le monde en a marre et enfin les gens n'aiment pas se retrouver encore dans une salle de cours avec un prof, avec un cahier, avec des notes, avec des examens. Enfin ça peut être très chiant et je peux comprendre, mais moi j'ai jamais eu ce traumatisme. Au contraire, à chaque fois que j'ai eu affaire à des gens qui m'expliquaient la musique, depuis cette prof et après, même jusqu'après cette prof, moi j'ai eu plein d'autres profs depuis elle, avec qui j'ai connecté énormément. Et notamment une à Berkeley, quand j'étais là-bas, c'était ma prof de composition, elle m'a donné confiance. Il y a eu une avec laquelle j'ai passé aussi mon prix, quand j'avais 16 ans avant de partir aux États-Unis, qui était une Hongroise, qui s'appelait Miché, je l'adorais. Et c'est tous des gens qui m'ont tous donné des parties d'eux-mêmes, en fait. Je sentais qu'il y avait un vrai Mm. partage de soi et de l'amour de la musique pour la musique. Et maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que je repense à des moments, que ce soit musicalement ou pas, j'ai l'impression d'avoir absorbé une partie de ces gens-là. Ils m'ont transmis quelque chose. Donc c'est ça aussi que j'apprécie. Mm. Oui, ils t'ont transmis quelque chose, mais la façon dont tu l'as décrit, et ça revient un petit peu aux questions qu'on avait au début, on parlait de cet équilibre entre faire et être. J'ai l'impression que c'est cette prof qui t'a appris pour peut-être les premières fois de ta vie, alors attention, c'est des grands mots, hein, mais à être. Parce que la façon dont tu as décrit de dire à une enfant qui a déjà des bases de piano, aujourd'hui tu veux plutôt jouer mineur ou majeur. Détourné, ça veut dire comment tu te sens aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est Et vraiment c'est ça. peut-être la première fois, du coup, que ah, attends, il y a un cadre émotionnel qui arrive. Ça veut dire que là, je vais jouer, mais ça veut dire que je vais être dans l'incarnation réelle. Investi Là, je vais aussi émotionnellement, ouais. montrer une partie de moi, de ce qui se passe à Mais l'intérieur. pas que avant, j'ai jamais eu la discussion. J'avais eu une prof de piano avant pendant des années, puis même les premières profs, tous les gens que j'ai eu avant, c'est pas comme s'ils m'avaient pas parlé de l'émotion dans l'interprétation d'un Bien morceau. sûr.
Mais peut-être cette manière ça m'a plus touchée, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a marqué et depuis ça, enfin, même ma mère, elle m'en reparle en me disant, mais tu sais, c'est elle qui des fois me rappelait des souvenirs. Elle me disait, mais tu sais, tu revenais des fois, t'arrêtais pas de jouer le morceau. Tu veux pas juste te reposer, aller dormir? Mais c'est juste, des fois, ça m'avait vraiment animé un truc, je pense. Ça a vraiment animé un truc en moi j'aime pratiquer ça, en fait. C'est spécial, tu vois, d'être à l'école, mais en même temps de faire ça, c'est cool. Hmm. Il y a, tu viens de redire, voilà, ta maman qui dit, allez, ralentis un petit peu. Tout à l'heure, on en a parlé et je pense que c'est quand même très important. Et là, pour le coup, voilà, ça concerne pas forcément que les artistes qui ont eu le même parcours que toi, pas forcément les musiciens aussi. Euh, c'est ce rapport à la culpabilité. Tout à l'heure, tu as dit quand il y a un ralentissement, quand je ne produis pas, quand je suis là sur le qui-vive et qu'il y a une culpabilité qui arrive. Euh, elle prend quelle forme cette culpabilité à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle te dit dans ta tête? Bah, il y a beaucoup de choses en même temps, je pense. Déjà, il y a le truc de se dire: «Est-ce que je suis légitime de dire que j'écris mes chansons, que je suis, artiste et tout, quand je produis pas en continu?» Qu'à des moments je produis pas et du coup, je suis en mode c'est pas comme c'est quelque chose aussi à accepter, il faut se rappeler, mais ça passe par la tête comme idée. Tu te dis: bah, si je fais pas ça, c'est que je fais rien en fait. Donc c'est pas comme le travail où t'as tes journées du lundi au vendredi, puis le week-end, tu peux ne rien faire parce que c'est le week-end, parce que tu sais que lundi au vendredi, tu reprends. Mhm. Donc il y a cette angoisse-là de légitimité. Il y a l'angoisse de se dire qu'est-ce qui vient après, de se dire ok, et est-ce que je vais t'essayes d'anticiper, d'avoir une certaine forme, alors que c'est pas possible de tout anticiper aussi. Donc c'est un peu de tout, quoi. C'est un peu l'angoisse aussi de se dire, de se comparer un peu aussi, de se dire: «Est-ce que les autres, ils font ça aussi? Est-ce que, ne pas avoir écrit pendant 2 semaines, est-ce que c'est trop long? Ou est-ce que c'est normal? Ou est-ce que» et tu te poses 1000 questions. Et après moi, là aussi, enfin, ça, je l'ai pas découvert, ça, je le savais, même c'était un des profs à l'école qui me l'avait dit à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Mais dans la musique, en fait, mais je pense que dans beaucoup de métiers artistiques, mais moi, je parle de la musique parce que c'est vraiment là où je suis. Il faut savoir que tu peux pas faire en fait, tu fais jamais qu'une seule chose. Tu es jamais étiqueté que d'une seule manière. Tu peux être chanteur, tu peux être interprète, tu peux être compositeur, écrire tes projets, te retrouver dans Starmania. Après, en fait, tu joues un peu aussi, enfin, tu peux faire beaucoup de choses à la fois et avoir, ces étiquettes-là et les utiliser, de manière, enfin, librement, quoi. Tu as le droit d'être toutes ces choses-là. C'est parce que c'est pas parce que tu es plusieurs choses que tu es médiocre dans plusieurs choses ou que tu fais pas un seul truc, que tu es pas en train de faire des trucs de fou dans un seul truc. Donc ça aussi, c'est quelque chose où tu te dis: «Ouais, mais moi, si je veux être juste, genre songwriter, il faut que je sois juste ça, je fasse que ça, que je fasse qu'écrire et tout». Je suis en mode: «Bah oui, mais sauf qu'à un moment donné, il faut être inspiré aussi, il faut se laisser un peu aller, vivre des choses, faire, des vacances, aller à la plage et revenir écrire des chansons sur la plage. Enfin, je sais pas, tu vois? C'est un truc, il y a un cycle un peu à laisser faire, quoi. Hmm. Mais c'est, il y a une entre guillemets évidence qui est tirée du parcours aussi que tu m'as dit. Euh, tu vois, forcément, les études et surtout bah, les grandes études que tu peux faire, en fait, même quand tu es allé à Berkeley, toi, c'était musique de film. Et Ouais, même si, voilà, dans tous les cas, quand tu y es, tu vas toucher des choses, il y avait quand même cette catégorisation de, OK, en fait, je suis là, je vais me j'ai définir par décidé. rapport à cette étiquette. Ouais, Ouais, c'est décidé, c'est la ligne et on y va. Euh, et c'est d'autant plus, je pense, ça a été un combat d'autant plus fort pour toi, parce que même, tu l'as dit, tu vois, les opportunités, il fallait qu'elles viennent, parce que c'était tellement ancré, c'est-à-dire qu'il y a la route, il y a le chemin, c'est comme s'il y avait des œillères, en fait, bah, c'est pas comme, il y avait des ouais, tu œillères qui focus, ont tu en mode décidé c'est ouais, ça, c'est potentiellement mon plein de truc. choses. Ouais, Mmh. et donc c'est lié. Euh, mais tu vois, pour revenir sur cette culpabilité, du moment où on s'arrête, euh, évidemment qu'il y a ce problème de légitimité qui arrive, de qui je suis pour me dire d'arrêter ou de ralentir. Euh, Ouais. Sauf que ça, c'est le symptôme, c'est la conséquence, c'est pas la cause.
La plupart du temps, et ça c'est important, hein, pour les artistes qui écoutent, on confond toujours la cause et les conséquences. La plupart, par Mmh. exemple, aussi des artistes qui viennent me voir me disent oh là là, j'ai un gros problème de procrastination, ou alors j'ai un gros problème de perfectionnisme, ou alors j'ai un gros Mmh. problème de dispersion. Ça, c'est vraiment la trinité, quoi. Et des fois, on peut Ouais, avoir c'est les des 3 journées trucs blanches. qui t'arrêtent, pour pas C'est écrire, bien de vouloir. Ouais, et c'est déjà bien de vouloir travailler sur ça, sauf que travailler toujours sur le symptôme, ça avancera pas. Et en fait, il y a des causes plus profondes à la dispersion, il y a des causes plus profondes à la procrastination, il y a des causes plus profondes au perfectionnisme. Euh, et donc, dans l'idée, il y a des causes aussi plus profondes au problème de légitimité en tant qu'artiste. Il y a un truc qui Bah, arrive oui, déjà à la oui. base de pour qui je me prends en fait quand je m'arrête. Euh, et c'est vrai, je pense que c'est le parcours dans lequel tu es aujourd'hui. Euh, sur tes années précédentes, étant donné qu'il y avait une grosse définition sur ce que tu fais et pas sur qui tu es, ben en fait, ton système nerveux, il dit si je fais plus, il n'y a plus rien. Oui et non, après je discerne aussi que je suis ce que je suis et maintenant que je fais ce métier, c'est-à-dire que quand on me propose des projets, on me prend aussi pour qui je suis. Donc j'ai ce discernement-là, mais c'est sûr que dans le moment où tu es un peu en détresse un peu de te dire: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Tu es perdu et tu t'as carrément enfin, c'est un truc que tout le monde dit et ça devient banal tellement tout le monde le dit parce qu'en fait, on a l'impression que c'est juste un truc, un terme, banal. C'est le syndrome de l'imposteur. Il y a tellement de gens qui l'utilisent comme ça, dire: «Ouais, c'est syndrome de l'imposteur, machin», en fait, non, il y a vraiment des moments où c'est angoissant parce que tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Genre, enfin, c'est pas supposé être moi, c'est pas su c'est pourquoi genre tu bloques sur tout ce qui est pas important. Parce que toi, tu as un problème de c'est pas que tu te prends pas au sérieux, c'est pas que tu crois pas que tu peux le faire, c'est juste que tu as un moment court ou un peu long, mais un moment avant qui est, je dirais pas un moment de faiblesse, mais ce moment de vacillement, de te dire: «À tout moment, je peux te dire: "Non, non, merci. Gardez-le, proposez-le à quelqu'un d'autre, moi je m'en vais"». Genre moi, j'ai souvent ces réflexes-là. À chaque fois quand on m'a proposé Starmania, j'étais encore à l'école mais quand finalement ça s'est fait et tout, j'étais vraiment pile poil à la fin de l'école. Mais au tout début, on m'a proposé Starmania, j'étais en première année. Je venais d'avoir fini mes 6 premiers mois, je crois, c'était en j'ai envie de dire, septembre, 2019-2020, je sais plus, un truc comme ça et c'était avant le covid et on me propose Starmania, on me demande d'envoyer des vidéos, nin et et quand ils sont pas clairs sur combien de temps ça prendrait, moi, l'école, je pouvais pas partir de l'école, au-delà d'1 an sans perdre ma bourse. Sauf que moi, j'étais sur une bourse complète et je suis en mode, genre, j c'est-à-dire l'école me disait: «Après, si tu dépasses 1 an sur des projets ou quoi, tu as le droit d'y aller, mais par contre, tu reviens, tu peux continuer ton cursus là où tu t'es arrêté. Par contre, il faudra repasser l'audition pour la bourse et à ce moment-là, tu peux soit en obtenir moins, soit pas en obtenir, soit machin». Je suis en mode: «Je peux pas risquer ça, donc Gros risque, ouais. je préfère vraiment rester à l'école». J'avais à peine fait 1 an et je me voyais pas genre, pas faire pas aller au bout quoi et arrive le covid et tout ça et ensuite on me repropose Starmania. Il me reste quoi? 6 mois pour la fin de l'école et ça devait arriver l'année d'après et en fait tout s'est emboîté correctement. Mais c'est des trucs où on m'a proposé Starmania, j'ai dit: «OK». J'ai commencé à me préparer et genre, pendant la préparation, j'ai commencé à partir en spirale de me dire: «Mais en fait, je pense que je vais partir, je vais dire non. Parce qu'en fait, ça me met trop face à moi-même. Et c'est pareil pour Mhm. quand j'ai commencé à travailler sur mon projet à moi, quand j'ai commencé à travailler sur le tournage que je viens de finir. Comment te dire, c'est des moments où, genre, juste avant, je me dis, en fait, je pense que je vais dire non. Je pense que je vais laisser tomber parce que vraiment, vraiment, ça me fait me confronter trop. Et je passe trop de temps à essayer de justement avoir tous mes défauts, toutes mes faiblesses, tous mes problèmes et à devoir les accepter pour ravaler ma gorge serrée pour tout dire, ok, pour essuyer mes larmes et dire allez, j'y vais. Mais c'est très dur, tu vois. Et moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, je le vis comme ça. C'est pas, et c'est juste un moment. Et après, il suffit que je sois entourée des bonnes personnes et que évidemment, des fois, bah, ça arrive tout le temps quand je suis déjà engagée, donc je vais jamais oser me dire bon bah salut, je vous laisse vous démerder avec la paperasse. Mais
c'est des trucs où c'est pas que je n'y crois pas ou que j'ai pas envie de le faire ou c'est juste un moment de freeze mental un peu, de Mm. tu peur et tu te crispes et tu te dis: «Non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas» et après tu y vas, c'est tout. Et donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut accepter dans mais je sais même plus ce que tu avais posé comme question, je parle trop, c'est pas possible. Je te rassure, c'est le but du podcast. Euh, mais il y a vraiment cette notion d'être en face toi-même, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment. Il n'y a plus vraiment le projet, il n'y a plus la musique, c'est juste Lilia en face de Lilia qui croise les bras et qui attend et qui dit bon, on fait quoi maintenant? Est-ce que tu veux regarder les choses en face ou pas? Et cette définition-là, c'est pas pour rien. En fait, tu vois, c'est ce que je disais, il peut y avoir plein de métiers qui ne te confrontent pas. Euh, la musique, par excellence, c'est le métier qui te demande d'être, en fait. Et donc, Mmh, on est toujours sur les mêmes choses, hein, mais du moment où ben, tu passes un certain palier, ce plafond de verre, et tu vois, le plafond de verre dont tu parles ici, euh, c'est le plafond de verre sur lequel 99% des artistes aujourd'hui se cassent la gueule. Et c'est le plafond sur lequel ils abandonnent la musique. Mais ils n'en sont pas mmh, conscients. La plupart des artistes aujourd'hui, et je pense que tu l'as vu autour de toi, ils vont tous te dire ouais, l'industrie elle est saturée, les algorithmes ils veulent pas de moi. Ouais, mais il y a des chances que tu tues ton projet sans que tu t'en rendes compte bien avant. En fait, c'est toi qui as écrasé l'arbre pour plein de raisons. Euh, Parce qu'il y a forcément un moment dans ta vie, surtout en tant qu'artiste, où tu peux plus te mentir envers toi-même. mmh, Et c'est ce que tu ouais. as eu là, c'est ce que tu as eu là aussi avec ton EP, c'est tout ce parcours. Euh, et forcément, bah, cette rencontre avec toi, c'est la rencontre quand tu arrives dans le monde d'adulte, et c'est tout ce que tu décris dans ton EP. Euh, c'était quoi, euh, c'était quoi vraiment les grands enseignements justement que tu as mis dans l'EP sur l'arrivée dans cette vie d'adulte? Alors on pourra en reparler de l'arrivée dans la vie d'adulte parce que bon, on croit que c'est une ligne bien définie et bien belle qu'on franchit en mode ah, alors que c'est beaucoup plus difficile que ça. Euh, Ouais. mais les grands enseignements que tu as mis dedans, c'est quoi? Ben, en fait, cette EP, j'ai écrit la majorité des chansons, quand j'ai fini, heu, quand j'ai fini Starmania et c'était, il y a moi je le dis, c'est un peu le journal intime de ce que j'ai vécu en tant que première re grandes expériences, de vie en tant qu'adulte, mais c'est surtout aussi, vie en tant qu'artiste et en tant que personne. C'est-à-dire une vraie personne, qu'on ne voit pas comme une étudiante ou comme une élève ou comme une enfant ou comme et en fait, l'EP en soi, je pense qu'il y a pas de il y a aucune conclusion. Tout ce que j'ai écrit, c'est des observations. En gros, il y a 2 ou 3 chansons en plus que sur lesquelles, je parle un peu comme ça sur les textes, où en fait, c'est comme ça. C'est juste comme ça. C'est juste moi, j'ai été peut-être il y a eu des choses où j'étais un peu vexée, où j'ai pas compris enfin, je sais pas que j'ai pas compris, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça parce que moi, c'est pas la même intention que j'ai ou quoi. Mais c'est comme ça, moi, je peux rien y changer et je ne cherche pas à le changer. Je ne cherche pas à je suis juste en mode: «D'accord, j'ai compris ma leçon» et ça, c'est beaucoup de choses aussi, par rapport au monde, artistique, à l'industrie, aux déceptions, un peu les désillusions qu'on se fait, des liens qu'on peut former avec les gens, que ce soit quand en fait, on se donne tellement dans ces liens qui sont créés dans des environnements très, bruts émotionnellement. On est tous dans un même endroit, on est en train de se donner beaucoup, 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 émotionnellement, humainement, artistiquement, pour arriver au niveau auquel on doit être pour justement assumer, la responsabilité de jouer sur scène, d'être dans un certain rythme, parce que Starmania, c'était 7 shows par semaine et cetera et donc tout le monde est très à fleur de peau et heu et c'est ces moments-là où on se donne pleinement ou dans l'autre sens, on profite des autres ou On ou prend. Ouais. on prend pleinement et donc ça me faisait vachement penser à ce genre de dynamique, des gens, qui prennent beaucoup
et qui n'hésitent pas à dire oui, mais parce que moi j'ai besoin de, je suis une éponge, tout ça. Moi, j'y crois pas, ces trucs-là, des fois. Dans certains contextes, j'y crois pas du tout. Et donc, c'est ça aussi. Moi, il y a eu beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de leçons apprises, et sans non plus être dans la rancœur. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'EP No Hard Feelings. C'est un peu sans rancune. C'est genre, allez, salut. C'est juste les observations que j'ai mises. J'ai écrit tous les faits. J'ai dit, OK, j'ai vu ça, ça, ça. Il n'y a pas de souci. Je l'ai compris. Bye bye. On se revoit pas. Moi, je bouge autre part. Mais par contre, j'ai compris et c'est. Enfin, c'était un peu ça l'idée de l'EP. Et c'est pour ça aussi que c'est resté un C'est peu dans presque ce un, c'est côté. presque un, c'est presque un merci, quoi. Le sans rancune, c'est presque un Presque. merci pour la Presque. Parce leçon. que j'irai pas à ce point pour dire merci beaucoup. Ça va, franchement. J'ai appris ma leçon, mais c'est C'est pas peut-être merci. justement le, Mais c'est c'est un peut-être peu le ça, petit c'est vrai. passage qui va te manquer aussi. C'est, je Ouais, pense, ouais. je pense que je reconnais le fait que c'était quand même une étape importante de ma vie en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, que personne. Et ça m'a énormément appris, j'ai énormément changé. Mais ça parle beaucoup de ça, des rapports, de la profondeur en fait des rapports entre les gens. Que ce soit en termes d'amour, et ça c'est ma vie personnelle et c'est que positif, ou en termes de rencontres où on a pensé vraiment se donner énormément. Et en fait, c'est pas comme si je me suis retrouvée à la fin, on m'a pas tout pris, hein, on m'a rien pris. C'est juste, j'ai laissé une partie de moi dans quelque chose. Et en la Mm. laissant, cette partie de moi, sur le moment présent, je sentais une douleur. C'est une partie de moi que je voulais donner avec plaisir et qu'on a fini par m'arracher parce que à la fin, j'en pouvais plus. Ouais, il y Et a, il y a une arnaque, quoi. Il y a eu une arnaque quelque part. C'était pas ouais, leur deal de base. voilà, c'est pas une arnaque, mais c'est pas le deal. Et ça aussi, je le développe un peu plus dans la chanson Hall of Fame, où je suis un peu plus, je confronte un peu plus ce truc de promesses ou de choses qu'on essaie de jouer à des jeux qui sont, en fait, ça sert à rien. Et, euh, et donc, c'est cette superficialité aussi d'être entouré, vu le milieu qu'on fait, enfin, vu le milieu dans lequel on est et le métier qu'on fait. On se retrouve, je pense que tu seras d'accord avec moi, on se retrouve beaucoup aussi entouré de personnes qui sont très superficielles dans leurs ambitions, qui cherchent à faire ce métier, mais pas pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, ils le font pour le côté shiny, étoile, devenir une rosta, mais à tout prix, quoi qu'il en coûte. Et moi, je suis pas de cette école-là. Et c'est ça aussi que je raconte un peu d'avoir essayé de défendre leur point de vue parce que j'ai cru que c'était des amis ou quoi. Et en fait, non, en fait, ça j'arrive pas, en fait. Je n'ai compris que, en fait, ça servait pas à grand chose. Et donc, c'est ça aussi, c'est d'essayer de rester droit dans ses principes et d'avoir ce vrai juste milieu t'es resté dans ce en quoi toi tu crois, mais en même temps, tu as quand même, joué le jeu. J'ai joué le jeu, je regrette pas. Et si je devais le refaire, je le referais de la même manière. Mais parce que je suis qui je suis. Mais grâce à ce jeu, j'ai évolué un petit peu aussi. Mais il y a plein de compréhensions. Le but, c'est pas d'être dans le monde des bisounours. Le but, c'est pas non plus d'être dans, je sais pas moi, Apocalypse Now où on voit tout rouge. Ouais, c'est ça, hein, je D'être dis, il y a pas de dans la. moralité, il y a pas de conclusion. Le seul truc, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ont un moteur qui est mauvais. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais artistes ou encore Mmh. moins des mauvais humains. C'est un travail qui n'a pas été fait. Et on en revient sur les mêmes notions de plafond de verre. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, leur projet est porté à 100% par l'ego. Mais je ne parle pas d'ego de supériorité, c'est l'ego des enseignements psychanalystes Carl Ouais, Jung. ouais, et du passé, Avec cette quoi. notion de. Ouais. Et en fait, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont en recherche évidente d'amour euh, qui prend une mauvaise forme aussi, bah, due à des blessures de Ouais, c'est ça, c'est rejet leur et passé. comment Ils ont vont. des complexes, ils ont envie de prouver, et c'est des choses différentes. Hmm.
Mais donc oui, c'est une évidence, et c'est ce pourquoi aussi je fais ce que je fais. C'est vrai que dans mon activité, bah, je recadre et je réaligne les artistes à leur vrai projet parce que malheureusement, et c'est ça toute la subtilité, je pense que tu l'as vu et on le voit aussi trop, il n'y a rien de bon dans tout ça. Et même si les artistes font du mal autour d'eux, en étant alignés sur ces choses-là, ils se font surtout du mal à eux. Pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que vu que c'est pas aligné avec le soi profond, ça paraît bête, mais en fait, tout ce qui va être leur moteur, c'est tout ce qui va être aussi leur blocage. Mmh. Le moteur et le blocage. Exactement pour les mêmes raisons. Quelqu'un qui veut absolument avoir de l'amour, par exemple avec une blessure d'abandon, euh, va être aussi très dépendant. Ça veut Mmh dire mh. que ça va être très dur pour lui, par exemple, de sortir d'un cadre et d'avoir la carrière dont il mérite. Donc, ce qui le pousse en même temps est la foi qui le retient. Euh, donc, c'est pas bon tant qu'il n'est pas aligné. Et deuxièmement, et ça, c'est encore plus grave malheureusement, les artistes qui ont la carrière dont ils ont toujours rêvé, entre Rêver. guillemets, si le process interne il n'a pas été fait, c'est là où tout se casse la gueule en fait. Parce que quand tu as tes résultats et tu te dis, ah, c'est ça, en fait, ça n'a rien réglé, bah, Mmh. malheureusement, c'est là où Oui, c'est les ça. chemins prennent de tristes directions. Quoi. Euh, bah, cette notion aussi bah, de blessure et de passage, euh, il y a un vrai deuil à faire. C'est-à-dire que quand tu abandonnes tes blessures, c'est pas évident non plus, et c'est l'objectif même de la vie. Tu peux vivre pendant 20, 30, 40, 50 ans avec tes blessures, c'est-à-dire que c'est ton identité la plus profonde. Ça veut dire que pallier à ça, c'est faire le deuil de soi-même. Et c'est intéressant parce que quand tu m'as parlé de ton arrivée, justement, à la comédie musicale, euh, tu m'as dit, c'est la première fois où j'étais pas l'écolière, où j'étais pas l'étudiante, où j'étais pas. Et ça fait partie aussi des identités qui font partie Mmh. de nous. Et c'est important de le dire pour les artistes qui nous écoutent, parce que euh, très souvent, les artistes qui rêvent de faire de la musique, c'est oh là là, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma carrière. La plupart du temps, la question elle n'est pas bonne, c'est qu'est-ce que je dois abandonner Mmh. aujourd'hui pour avoir Mmh. ma vie et ma carrière. Et la plupart du temps, cet abandon, c'est un abandon identitaire. Ouais. Parce que justement, moi-même, pendant des années, je peux me définir en tant qu'étudiante. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et en fait, tant que ma définition, c'est étudiante. La route qui part à droite, elle n'existe pas. Je ne me vois pas dessus. Et en tout cas, euh, donc attention, je n'enlève pas du tout le mérite et les choses ne te sont pas arrivées pour rien. Mais c'est vrai que tu as eu aussi la chance du coup que certaines choses Ah bah oui. viennent Bah, là, sur. complètement. Sur le coup, c'est tous les projets que je me suis retrouvée à faire, c'est c'est des coups de chance. Pas que, mais c'est vraiment, si c'était pas venu, j'aurais pas du tout, je cherché à le faire et je ne serais pas allée dans cette direction. En tout cas, pas de moi-même. Ça serait peut-être venu beaucoup plus tard dans d'autres formes ou quoi. Mais c'est sûr qu'avec le recul maintenant, à l'époque, enfin, quand je suis en plein dedans, j'angoisse pendant. Je suis comme ça, je suis vraiment, tout est en train de trembler partout. Je suis en mode, les gars, juste attendez 2 secondes, parce qu'à chaque fois que je décide de faire un truc, on m'emmène quelque part d'autre. Je fais l'école de musique, on me dit Starmania, je fais Starmania, je suis en mode, allez, peut-être je suis un peu chanteuse et tout machin. Ça me faisait rire en plus, franchement, à chaque fois je voyais mon contrat, je le signais et c'était écrit chanteuse sur votre. Vraiment, ça me faisait trop rire. Et c'est le truc où je me dis, allez, d'accord, peut-être j'assume un peu ce côté chanteuse, je fais mon projet musical, vas-y, maintenant je suis musicienne, je suis artiste pleinement, on me propose un film. Et là, pareil, c'est toute une identité aussi à recréer dans sa tête, à se dire, mais enfin, c'est pas moi, quoi. Et donc, c'est des trucs où, pendant que je suis dedans, ça m'angoisse énormément. Mais avec le recul, je me dis: «J'ai beaucoup de chance» et je vois les trucs s'empiler, je vois le puzzle se faire et je me dis, franchement, c'est pas anodin et j'essaye d'en profiter et c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure de Bonne Étoile. Mais c'est un truc où quand je suis dans cette angoisse et dans cette spirale, j'essaye de me rappeler que je suis arrivée jusqu'ici, alors que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc je me dis: Vas-y, juste des fois, tais-toi et attends de voir ce qu'on va te sortir encore comme délire. Parce que c'est un peu ça aussi, je trouve, ce métier, c'est même quand on sait où on va et qu'on sait ce qu'on veut. Moi, j'ai la chance de créer mes propres projets aussi. C'est pas juste, je me retrouve, j'essaye d'être interprète sur des trucs ou quoi.
Donc j'ai quand même un sens de contrôle sur là où je veux, aller ou quelle direction je veux prendre artistiquement. Et même avec ça, il y a quand même des choses que j'imaginerais jamais qu'on me propose et où je me dis: «Allez, vas-y, je l'attends, c'est drôle». Donc c'est ça aussi, l'évolution dans ça. Hmm. Tu, tu, tu penses que ça me vient pendant que tu parles, Mmh? euh, que tu aurais réussi à prendre autant de place que le rôle que tu as eu si c'était vraiment Lilia qu'on avait sur scène? Je sais Ou est-ce pas. que ça aurait été vraiment un blocage pour toi? Tu parles du rôle, de Crystal dans Starmania? Ouais, qui est quand même assez extravagante, à cette Bah, chevelure en fait, blonde. bah, tu vois, on a beaucoup travaillé avec Thomas Joly sur, sur la dramaturgie, sur, le livret, sur la construction des personnages, pour déjà que l'interprétation soit au-delà de juste la musique, de juste les chansons et aussi du passé que ça représentait et tout. Heu et donc déjà le travail que Thomas a fait avec chacun des interprètes dans chaque rôle différent, parce que chacun avait son background, différent et cetera. Moi, c'était mon tout premier projet. Donc moi déjà, je savais qu'entre moi et moi-même, le travail, c'était de de pas m'arrêter, de pas dire, «En fait non, j'ai trop peur, je le fais pas». Et de vraiment, le truc de vraiment le faire pour de vrai, de vraiment me donner, de me prendre au sérieux parce que sinon j'ai trop de second degré et je suis en mode: «Ah non, je vais pas faire ça quand même». Et genre vraiment c'est des trucs où tu te regardes de l'extérieur, donc il fallait vraiment laisser une partie de toi quelque part et te dire c'est comme quand tu rentres sur un je vais faire un truc que ma mère me fait tout le temps et que je trouve ça trop drôle quand elle danse sur moi qui fasse. Mais quand j'étais petite, je faisais beaucoup de karaté. Et donc, genre, enfin, j'ai fait pas beaucoup de karaté, j'ai fait du karaté jusqu'à mes 15 ans. Et quand tu rentres dans la salle et que tu as un combat ou quoi, bah, t'es autre part, t'es focus. Et du coup, c'est un peu ça. C'est comme si tu rentrais dans un ring et tu en mode là, je suis pas là. Parce que si je suis là, je vais m'angoisser, je vais me mettre en boule quelque part. Ça, c'est sûr. Et l'idée de la perruque blonde, etc., c'est arrivé très tard dans le processus de création. C'est vraiment arrivé très, très, Ok. très, très tard. Donc, jusqu'au moment où on a décidé de la perruque, on savait pas encore ce qu'on allait faire de mes cheveux, de machin. Donc, et puis on travaillait tout sur scène. Donc, il y a eu un long moment où on faisait tout le spectacle, enfin tout le défilage, des répétitions et tout, sans costume, sans rien, parce qu'il y avait rien de prévu. On n'avait pas encore tout ça, c'était une créa, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une étape où j'ai compris que pour que le personnage soit vrai et que ça touche les gens, il fallait que je mette de moi-même dedans. Et c'était ma propre interprétation. Et c'est ça aussi qui est resté dans le personnage, même quand je suis partie. Il y a toujours une partie de moi qui est restée et qui reste dedans. Ce sera toujours comme ça. Et, et ça, j'en suis fière, évidemment. Et c'était tout un processus. Mais c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé aussi quand ils ont décidé, de la perruque, quand il y a eu les habits, enfin, c'est pas forcément, la manière avec laquelle je m'habillerais, tous les jours. Je suis pas du tout en plus, enfin, là encore, je mets du noir, tu vois? Genre, je suis très discrète. J'étais tout le temps en doré, paillettes et trucs, machin. Donc c'était hyper stylé, Justement, franchement, c'était ma question. je C'était kiffais. Mais c'est sûr que ouais. ça m'aidait, ce côté de dissociation, de se dire: «C'est pas moi, c'est le personnage». Et enfin, que c'était un truc trop bête, mais même quand je marchais, que j'étais en stress, avant le début du show et que des fois il y avait un spot derrière ma tête et que je voyais mon ombre passer par terre, je me reconnaissais pas du tout, c'était pas du tout ma silhouette, c'était pas moi, c'était la perruque, c'était la forme du Ouais. costume, c'était absolument pas moi et donc j'étais en mode: «OK, c'est le perso». Et donc il y a ce truc aussi qui aide, de costume, de personnage, de machin, même si des fois c'est pas le truc le plus confort, tout le temps. Mais mais je pense que c'est un peu de tout. Mais par contre, je pourrais pas te dire si c'était vraiment moi, si j'aurais, si je serais allée aussi loin dans l'interprétation, si c'est-à-dire si ta question, si c'était Lilia et pas Crystal, je sais pas, c'est à Mhm. tester. Mais ce que je sais, c'est que moi, je me suis trouvée aussi quelque part dans ça. J'ai compris que je pouvais devenir comme ça et donner cette énergie-là sur scène. Et évidemment, le fait d'avoir, c'est d'avoir la musique dans les ears tout le temps,
pendant tout le show, t'as que ça, t'entends que ça, t'es hyper isolé. T'entends même pas les danseurs à côté. Moi, il y a 2 jours de show, je finissais Besoin d'amour, c'est la fin de l'acte. Il y a tellement de fumée dans la salle et tellement de musique dans mes oreilles, je n'entends pas si les gens ont applaudi, je vois rien. Je suis en mode, je sais pas si les gens ont rideau, je suis en mode, je sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, moi, je sais juste que j'ai donné ce que j'avais à donner. Et c'est ça aussi pour moi, et ça m'a forgé dans ça. Je me suis formée avec ce spectacle en me disant, OK, ce que je comprends de ce métier, c'est que même quand les gens te le reprochent, il faut quand même te donner pleinement. Même quand les gens viennent te dire non, mais faut pas autant. Je suis en mode non, en fait, quand tu es sur ce moment-là, quand tu es sur scène et qu'il faut que tu défendes ton personnage, au-delà du personnage même, il faut que tu défendes ta musique, il faut que tu défendes ce que tu es en train de donner. Tu es monté sur scène, tu as passé le- la partie des coulisses et tu es sorti devant les gens. Là, tu as deux choix. Soit tu sors en courant ou tu te mets en boule en pleurant, soit tu fais ce que tu as à faire. Et là, par contre, si tu le fais, il faut le faire pleinement. Donc ça j'ai appris vraiment et enfin, je regrette pas de l'avoir fait comme ça, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que la plus belle leçon, je pense, tu vois, c'est vrai que tu es très discrète, d'où ma question, tu vois, même le, la photo de ton EP, euh, tu t'excuses presque d'exister dessus. On dirait vraiment une photo qui a été prise où, hop, ok, on m'a eu. Ouais. Euh, Il y a un grand contraste de lumière, mais c'est vraiment, voilà, on a mis la lumière sur toi juste pour te voir, alors que sinon tu serais resté dans l'ombre. Et il y a vraiment cette notion de je veux pas faire trop de bruit. Alors, c'est magnifique du coup dans ta musicalité, c'est incroyable avec le piano, avec le Rhodes, etc. Mais il y a vraiment cette notion de c'est feutré. Je veux pas faire de vagues, je veux pas faire de bruit. Et là, c'était totalement l'inverse. Euh, et je pense que bah, quand on n'a pas envie de déranger, évidemment, c'est qu'on a une définition de la vie de bah, la lumière, ça fait de l'ombre aux autres. C'est pas Mmh. bon. C'est pas bon la lumière. Euh, et tu vois, bah, pareil, tu m'as dit qu'il y avait des rencontres justement d'artistes qui étaient avec toi sur cette euh, tournée qui voulaient la lumière pour faire de l'ombre aux autres. Euh, donc c'est normal aussi qu'on ait cette définition. Et je pense que j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était engrammé chez toi, cette peur de faire de l'ombre. Et ça t'a permis justement ce spectacle de comprendre que c'était pas le cas. En tout cas avec le public, c'est-à-dire que peut-être que ta lumière elle a dérangé d'autres personnes Bah, dans les pas que le coulisses. public, hein, Euh, c'est sûr que des gens comme Thomas ou comme, il y a d'autres personnes aussi avec qui j'ai pu jouer sur scène, Côme qui jouait, Johnny Roquefort. Du coup, on jouait vraiment nos personnages ensemble, c'était mon partenaire de scène. C'est On a partagé ça ensemble et ça a été très fort, même pour notre lien humainement après, c'était la grande rencontre de cette aventure. Mais c'est c'est pas enfin, c'est pas pour dire que tous les artistes étaient non plus comme ça, c'est pas une généralité. Mais c'est sûr que grâce à ces gens-là et au temps que j'ai passé avec le personnage, enfin avec le personnage, avec le show, enfin en jouant sur scène, quoi, j'ai bien sûr. appris un peu plus à prendre ma place, à dire, sans forcément, mais tout en restant dans mes principes. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à des gens et j'ai eu peur de devenir aussi cette personne, mais je suis pas devenue. Jamais je commencerai à pousser des coudes parce que maintenant j'ai compris la vie. Non, non. Mais par contre, quand on me donne ma place, c'est le moment de la prendre. Et c'est sûr que maintenant, je suis un peu moins gênée de ça. Mm. Mais après, bon, c'est un travail à faire dans des contextes différents. Mais oui. Bien sûr. Mais ça revient, tu vois, à cette notion de subtilité. Et ça, c'est la leçon à retenir. Si les artistes qui écoutaient ce podcast-là, s'il y a une leçon à retenir, c'est de ne surtout pas confondre. Alors, tout à l'heure, on a dit contre les maîtrises, mais c'est de surtout pas confondre humilité et effacement. Ouais. Et malheureusement, 99% des artistes se placent dans l'effacement parce que c'est la définition d'être humble. Alors que c'est pas du tout ça. Mais c'est normal parce qu'on a grandi dans un contexte familial où depuis qu'on est né, justement, sûrement, les parents, c'était nous, on fait pas trop de bruit, fait pas trop de vagues, reste discret, reste à ta place, Mmh. fais attention. Et c'est Oui, avec le plus ouais. grand amour, c'est une évidence, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de proratisation en tant En fait, qu'enfant, en c'est tant de peur, qu'humain. de peur de faire du mal aux autres. En fait, c'est plus genre Exactement. moi, par exemple, ce que j'ai entendu, c'est pas reste à ta place. Au contraire, on m'a toujours dit, si tu as les plus grandes ambitions, fais tout ce qu'il faut pour. Par contre, ne fais pas de mal aux autres. Et moi, genre, je pense Mm. que ça, ce sera comment t'appelles ça en français?
un motto, un slogan que j'aurais toujours, c'est Un que mantra, ouais. ouais, un mantra ou pas forcément un mantra, je pense que c'est trop intense comme mot, mais je veux dire juste une philosophie, une manière de faire où je voudrais jamais être à la source du mal de quelqu'un d'autre. Et donc si et moi, ce qui me concerne, ce qui concerne les autres, ça concerne les autres. Tant que ça me fait pas moi du mal directement, je m'en mêlerai pas. Mais par contre, c'est ça un peu ma logique aussi, ma manière de faire. Et donc c'est pour ça aussi que moi, même dans la vie, je suis comme ça. Dans la vie, des gens, même si c'était des gens très très proches, si on me fait du mal, je me casse, c'est tout. Je vais pas, je vais pas confronter, je vais pas aller descendre les gens, leur dire tu vas t'es qu'un nanana. Je vais même pas faire ça. Je vais dire ok, d'accord, c'est horrible, salut. C'est juste ça. Mais tu vois, juste pour rebondir aussi, parce que c'est toute cette subtilité et c'est cette valeur-là que j'ai envie d'apporter. euh, Il y a beaucoup d'artistes qui font déjà ce cheminement de vouloir sortir de l'humilité, euh, évidemment qui est lié avec leur vie perso et la vie d'artiste. On ne peut pas dissocier les deux. Euh, et souvent, bah, justement, les gens qui s'effacent, c'est ce qu'on appelle les trop gentils. Pour moi, on ne peut pas être trop gentil. Mais justement, c'est cette subtilité-là, c'est où est-ce qu'on met la limite. Et quand les gens commencent ce cheminement par eux-mêmes, très souvent, ils viennent me voir fièrement en disant ça y est, Floris, ouais, j'ai enfin appris à dire non. Et j'ai dit c'est bien, mais tu t'es trompé. Parce que, toujours pareil, prenons du recul et regardons la dualité des choses. Et on te vend le fait de prendre soin de toi ou de réussir enfin à prendre ta place en disant non aux gens, alors que c'est l'inverse, c'est il faut réussir à se dire oui à soi. Et Mm. il y a un monde entre dire non aux gens et à se dire oui à soi. Et la plupart des gens qui commencent à dire non aux gens, ils se disent toujours pas oui. Et justement, ils disent non, sauf que derrière, ils sont coupables. Oui, ils le disent Comment non tu par veux avancer principe. dans ta Ça vie va être, si... là, je dois dire non. Voilà, voilà. Sauf que derrière, il y a une culpabilité qui les rend malades. Et le pire, et moi je leur dis, j'ai dit, c'est très bien de vouloir essayer, mais tu fais fausse route parce qu'en plus, dire non à ces choses-là, c'est vraiment pas quelque chose qui fait du sens pour toi. C'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir faire ce travail intérieur où le jour où tu as envie de dire non, tu dis non et tu dis pas oui parce que justement, tu as peut-être une définition de l'amour qui est conditionnelle et en fait, tu te dis oh là là, si je dis non, plus personne ne va m'aimer, je vais être rejeté, je vais mourir parce que c'est ça, hein, initialement, le système nerveux, c'est Être exactement artiste, ça qui se passe. mm. Euh, c'est dire non pour les bonnes choses. Sauf que la plupart des artistes que j'ai en face, c'est des êtres qui sont très lumineux et qui ont envie de dire oui à beaucoup de choses. Donc il faut pas dire non à tout. Il faut surtout se dire oui à soi. Et Mm. ça, ça change tout quand on commence vraiment à travailler sur ça. Et ça passe par un gros travail interne. Ouais, c'est s'accepter, s'autoriser, c'est beaucoup de choses. S'aimer avant tout. Mm. Avant de s'autoriser, c'est déjà s'aimer. C'est pareil, je pense que c'est la mission de l'être humain. Ouais. Euh, Il y a beaucoup de choses justement pour s'aimer. Euh, je, je comptais pas forcément l'aborder avec toi, mais il y a un truc que tu as dit plusieurs fois. Euh, Quand tu parlais de tes expériences, que ce soit les profs, que ce soit cette scène, il y avait cette notion de j'ai donné un truc chez l'autre personne qui va rester. Et l'autre personne m'a donné un truc qui va rester. C'est pas forcément le donner qui m'importe, c'est le va rester. Mm. Euh, c'est quoi aujourd'hui, toi, ta relation au temps qui passe et évidemment à la question qui est la même pour tout le monde, à la mort? C'est beaucoup de choses, hein, parce que je pense, le temps qui passe et la mort, c'est 2 sujets déjà différents, mais qui sont reliés quand, c'est le rapport aux autres. Quand, Ok. quand tu penses à tes proches, quand tu penses à ta famille, à ceux que tu, le temps qui passe, ça veut forcément dire quand c'est des figures, parentales ou des enfin, tu te dis: «Oh là, le temps qui passe, là, que ça commence à passer vite, c'est quoi la suite? Il faut que je profite, machin». Hmm. Ou alors, entre toi et toi-même, bon, tu te dis: «Le temps qui passe, il faut que j'accomplisse certaines choses, un certain nombre de choses avant que je puisse me dire: "OK, c'est bon, là, je peux mourir en paix"». C'est des choses aussi, un peu, enfin, de construction de soi et tout. Mais c'est compliqué, je sais pas, ça dépend. Mais t'y Heu, penses souvent? C'était ça ma question. C'est quelque chose qui te drive, qui te fait plus peur? C'est alors la mort, t'y pas penses tant. tous les jours? T'y penses Sincèrement,
La mort, pas tant que ça, parce que il y a eu une période où j'y pensais beaucoup et puis, en fait, c'est toujours la période quand tu es un peu, à un certain âge, où tu commences à être conscient de ça et tu y penses et tu es en mode: «En fait, ça m'angoisse» et en fait, Ouais. quel genre de personne je suis face à la mort? Est-ce que je suis ce genre de personne qui ont une phobie de la mort? Ou est-ce que j'ai pas peur? Ou est-ce que tu essaies de te définir aussi face à ça? Et en fait, finalement, bah, tu sens que tu es comme tout le monde, que, bah, il va falloir attendre pour savoir et que il faut se construire, faut vivre et ça continuera à évoluer, jusqu'au temps, venu, quoi. Mais, le temps qui passe, en fait, ça dépend pour moi de la perspective. Le temps qui passe, des fois, quand je pense au temps qui passe par rapport à la musique, par rapport à moi en tant qu'artiste, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Est-ce que c'est illogique?» Et c'est pas ce qu'il faut penser. Mais évidemment que tu te dis: «OK, là, j'ai 25 ans, qui a fait quoi quand? Telle personne a fait, tel accomplissement, je sais pas quoi, était là dans sa carrière à tel âge. Il faut que moi, OK, si moi j'ai pas fait ça d'ici 1 an, c'est bon, c'est fini, j'ai plus, ce sera pas pour moi». C'est c'est inévitable d'y penser, mais enfin si je sais pas, je trouve que je suis assez, centrée et j'ai trop de trucs angoissants et stressants autres que ça, qui font que ça finit par me distraire et du coup j'arrive à plus trop, faire une fixette sur ça, tu vois? Mais et cette notion qui revient encore de faire confiance à la bonne étoile. C'est ce truc de se dire: «J'ai pas de contrôle, quand je sens que je peux plus, il faut que je laisse faire et on verra enfin, ce qui viendra de tout ça». Mais il y a le temps qui passe aussi avec, par exemple, moi j'habite en France, mes parents ils sont au Maroc. Ma famille, je vois mes 2 petites sœurs, elles habitent au Canada. Je les vois grandir de fou, on se voit pas très, très souvent parce qu'on est loin et elles sont en train de faire leurs études, donc elles peuvent pas bouger très souvent avec les périodes de cours et tout machin. Donc et moi pareil, avec le rythme que j'ai, des fois je peux pas prévoir des vacances en avance, je peux pas prévoir de me déplacer, je peux pas bloquer comme ça des mois d'un coup parce que je me dis à tout moment on me propose des trucs que j'ai pas prévus et tout. Donc tu vois le temps qui passe par rapport à ta famille, à tes proches, aux gens que tu et tu es en mode, «D'accord, je comprends, là, je suis en train de grandir, tout le monde est en train de grandir en même temps que moi. C'est pas moi qui suis en train de grandir toute seule». Genre là, il y a tout le monde qui passe et tout machin et il y a le temps qui passe aussi avec les gens qui sont partis déjà, tu vois? Il y a ça aussi et c'est là que je trouve que ça se raccorde entre le temps qui passe et la mort. C'est les proches qui sont partis, quand je pense à ma grand-mère, quand je pense à des choses comme ça et je me dis, des fois je me dis: «Ouais, il y a tant d'années qui sont passées depuis son départ» ou alors, je sais pas, quand j'étais avec elle sur ces dernières années, je savais aussi que ce temps qui passait était précieux. Donc c'est un peu ça, je sais pas si j'ai trop philosophé sur le sujet, mais ça m'a un peu évoqué un peu tout ça, ta question. Non, non, mais c'est exactement ce que je voulais savoir. Alors, il y a plein de trucs. Tu vois, moi, c'était surtout ton rapport à ça. Et voilà, j'ai compris qu'il y avait. T'étais encore en travail. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, ok, c'est bon, je comprends, etc. Mais tu m'as aussi dit, on va essayer de remplir un petit peu les pensées. Parce qu'en fait, si je suis trop dessus, euh, pas bon non plus. Donc, il y a Bah, aussi ouais, un peu de ouais. cheminement, évidemment. Euh, par contre, il y a un truc qui est intéressant. Et là, tu vas dire, oh, putain, il me fait chier, lui, à me revenir sur ça. Mais est-ce que c'est la base de tout? Et tu vas voir que je vais pas te lâcher avec ça. C'est intéressant. Tu m'as dit, j'ai peur du temps qui passe. Et forcément, à 25 ans, je regarde autour de moi et je dis qui a fait quoi à ce moment-là. Ouais. Et en fait, on revient sur le faire et tu regardes pas qui est quoi Mmh. ou qui est qui à cet âge-là. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui a été mis sur des notes, qu'est-ce qui a été checké en fait sur les listes. Euh, et on en vient sur attention, quelle définition on peut avoir parce que forcément ça peut mettre du stress. Et il y a un truc moi qui me tue et c'est très occidental. Enfin, en tout cas, c'est pas au bouton quoi. Ou alors dans des cultures plutôt yogiques, etc., sur lesquelles bah, je suis de plus en plus évidemment parce que ça fait du bien de bien vivre. Il y a un truc qui est fou, c'est la phrase il a raté sa vie. Mmh.
comment on peut rater une vie en fait. Et on rate une vie si on a raté le faire, mais on ne peut pas rater un être en fait, sauf qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et en fait, quand tu redéfinis ça, il y a vraiment ce truc de tout va être du bonus. Euh, et en fait, quand tu as ce lâcher prise en plus, c'est là où tu as des résultats de fou. Et je pense que ça, Mmh. tu t'en aperçois, c'est justement quand tu lâches prise et que tu te remets à ta bonne étoile que oh, c'est fou. Mais oui, et Il y a puis des en fait, choses qui c'est, tombent. je pense que ce côté, tu sais, ce dont on a parlé au tout début, un peu de école scolaire, d'avoir eu l'importance de tout ça, je pense que ça m'a fait aussi prendre du recul par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma tête, évidemment, c'est le plan A et je défends ça avec tout ce que j'ai et je le ferai, enfin, je pense que pour que j'arrête de le faire, faut vraiment que je sois en mode: «C'est bon, ça me gave», ou alors, enfin, parce qu'à la base, moi, quand j'ai été appelée pour Starmania, j'étais en train de me dire: «Je vais faire un doctorat en musicologie», donc je suis en train de me, enfin, ou alors je pars sur ce côté-là et j'ai juste envie d'approfondir encore plus et d'arrêter un peu les va-et-vient et me poser encore, refaire des études. Mais c'est ce tout ça, ça me donne un peu de recul sur, c'est pas que je c'est pas le mot, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas que j'en dépends pas, mais je sais pas comment le dire. En fait, il y a un truc de c'est tu dit: «C'est du bonus» et ça a résonné et en fait, c'est ça, c'est que ça, si ça arrive, c'est du bonus. C'est trop bien, super. Si ça arrive pas, je sais que je pourrais toujours faire autre chose, que ce soit en rapport avec la musique ou pas. En fait, c'est pas pour moi, la fin en soi, c'est pas de devenir, je sais pas, Lady Gaga et de faire, je sais pas quoi. C'est la pour moi, le vrai but, c'est de vivre ce que je veux vivre pleinement, de sentir que je vais au bout de certains processus et que voilà, que si je me dis: «OK, là, je veux faire un projet, je veux que ça réussisse», très bien, mais je veux juste être moi-même jusqu'au bout. Et c'est drôle que tu fasses que le sujet un peu soit ce truc de faire et être, parce que le slogan de l'école de Berkeley, c'était «Esse quam videri», ce qui est en latin, être plutôt que paraître. Et donc c'était, c'est vraiment ça m'a marqué cette phrase quand j'étais à l'école, c'était tout le temps à l'entrée de l'école. Et c'est quelque chose pour moi, je pense que je le fais pas consciemment, je suis pas en mode: «Le slogan de l'école, c'est mon slogan, yes!» Genre, je suis pas du tout dans ça. Mais par contre, c'est vrai que je vis vraiment comme ça. Je suis dans vraiment l'être plutôt que le paraître. Je suis dans la défendre ce qu'on est, ce qu'on représente, ce qu'on veut, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, toutes ces choses-là, c'est pour moi, c'est ça le réel, c'est ça le concret. Quand j'apprends à connaître quelqu'un, pour moi, son intention et son fond, c'est ce qui compte plus que ce qui se passe autour. Et malgré ce qu'on pourrait me dire, blablabla, sur tout ce milieu, avec toutes les rumeurs, les réputations, les blabla, ça c'est trop facile de tomber sur la personne qui est pas là et qui se défend pas et qui laisse faire pour lui tomber dessus et la pourrir un peu. Mais du coup, c'est un peu comme ça que je le vis, quoi. Je sais même plus de quoi on parlait avant, mais c'était ça. Hmm. Mais pour, Ouais. pour essayer de mettre des mots un petit peu différemment, et c'est parce que c'est quelque chose que je travaille énormément avec les artistes, ça, dès qu'un artiste rejoint mon mentoring, c'est un des premiers trucs qu'on travaille. Euh, Encore une fois, hein, équilibre, voilà, où est-ce qu'on se situe entre le contrôle et la maîtrise, et où est-ce qu'on se situe aussi entre les objectifs et les attentes. Pareil, tous les artistes qui écoutent le podcast, ils vont dire: oh putain, 3 podcasts qui en parlent, mais parce que c'est la base de tout. Et dans la vie, il faut avoir les plus grands objectifs du monde, mais il faut avoir les plus petites attentes du monde. Et en fait, il faut même Mmh. ne pas avoir d'attentes. Et c'est un peu ce que tu décris. De mon côté, c'est pareil, tu vois, Artisia, mon agence, euh, si je suis très sincère, je veux que ce soit l'agence d'accompagnement numéro 1 au monde, et je vais tout faire pour que ça marche. Par Mmh. contre, ça peut s'arrêter ce soir, je suis le plus heureux du monde. Oui. C'est pas que l'arrêt me fait plaisir, loin de là, Oui, mais c'est parce que du sinon j'aurais pas bonus, de en vie. fait, c'est ça. Euh, ouais, et pareil, ça, s'il y a une chose aujourd'hui de tous les artistes qui écoutent, si vous prenez des notes, ayez énormément d'objectifs et n'ayez plus d'attentes. Parce que tant qu'on est dans les attentes, on est dans du désir, on est dans de Mmh. la peur, on est dans toutes ces choses-là qui font que malheureusement, on va attirer à nous toutes ces choses. Voilà, c'est de Après, la merde c'est qu'on pas peut aussi. Hein, fatal, mais c'est pas fatal, mais c'est complètement vrai. Moi, j'y crois, hein, ces trucs le concept un peu de loi de l'univers, ce que t'attires et tout machin.
J'y crois vraiment et je le sens parce que moi, du coup, j'ai l'impression que toute Mais ma vie, bingo c'est que des d'argent. trucs comme ça. Genre, mais je me rappelle de moments où je vais, à 8 ans, dit: «Oh, s'il vous plaît, si ça peut arriver dans ma vie» et d'un coup, ça arrive, quelques années plus tard. Je me C'est genre très précis et très random comme truc pour que je me dise, enfin, Hmm. je n'ai même pas à chercher ou quoi et donc j'y crois mais en même temps, c'est pas fatal d'avoir des attentes. Je pense que c'est humain d'attendre, surtout quand tu te donnes et que tu as envie, de quelque chose profondément. C'est juste, je pense qu'il faut pas avoir cette, voracité, cette faim de, il faut que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit moi et pour être, juste pour être connu ou juste pour être en fait, il faut savoir pourquoi tu fais les choses et ce que tu défends et forcément ça va, ça te mène à donner une partie de toi et des fois c'est difficile de la donner, tu vois? Tout à l'heure je t'ai dit quand il y a des moments où j'ai donné cette partie de moi où au début, je la donnais avec grand plaisir parce que de toute façon je pouvais pas faire autrement et ensuite, au fur et à mesure, je l'ai senti qu'on me l'arrachait plus qu'autre chose parce que vraiment, j'en pouvais plus quoi. Je sentais que je donnais, que je donnais, que je donnais et qu'en fait en retour, il y avait rien en face et ça c'est un peu la vérité je pense aussi. C'est une des vérités de l'industrie en général, artistique et musicale. C'est que des fois toi tu y vas, on te propose des projets et on on te donne ça entre les mains, on te dit: «Ce sera toi et tu vas le faire». Et tu le fais et tu mets vraiment tout ton cœur, toute ton âme, tu le crées avec ce que toi t'es et ensuite on te répond pas en face. On je parle pas non plus de trucs où on te paye plus ou je sais pas quoi, mais c'est juste tu vois que tu donnes pas ça aux bonnes personnes et donc ça peut être très décevant et donc je comprends que des fois, bah, tu as toujours ces attentes et ça vient de ça, d'être déçu, des désillusions et tout. Mais je pense qu'il faut le faire en partant du principe que de toute manière, tu vas donner une partie de toi et faut voir jusqu'où tu es prêt à aller, quoi. Hmm. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et la grande subtilité aussi, c'est qu'on est beaucoup plus conscient sur ce qu'on donne plutôt que ce sur quoi on reçoit. Ouais. Et là, pareil, l'équilibre, ça, il est tellement important parce que justement, pendant très longtemps, on peut être dans des schémas de je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Et on se dit, mais putain, mais pourquoi la vie ne me récompense pas ou pourquoi les gens qui sont autour de moi ne me récompensent pas. Et en fait, si on prend du recul, c'est simplement qu'on n'a pas ouvert les vannes. Notre acceptation, le recevoir, mais c'est lié, tu vois, tout à l'heure, on parlait de culpabilité. Euh, c'est lié à ce sentiment de culpabilité profonde. Et en fait, si personne n'est là pour donner les opportunités, pour donner l'attention, pour donner l'amour, pour donner l'argent, si en fait, en tant qu'être humain, bah, justement, par plein de choses qui se passent à l'intérieur, il y a un sentiment de fond de culpabilité, en fait, on ne peut pas recevoir. Et on croit que c'est Mmh. toujours en forçant plus, en donnant plus, que ça va finir à payer, alors qu'il faut juste penser à ouvrir la vanne, quoi, au bout d'un moment, pour Ouais, ou redonner ce alors ce c'est ouvrir la vanne ou alors, savoir se retirer. Savoir reconnaître qu'en face de soi, en fait, quoi que tu fasses, c'est pas la bonne personne. Je pense que c'est deux cas distincts. C'est soit, effectivement, comme tu as dit, quand toi, à l'intérieur, t'es pas prêt à recevoir, de toute manière, même si on te le met sur un plateau en or, tu le verras pas. Mais Hmm. quand tu donnes de toi-même et que devant toi, on l'absorbe et sans même, reconnaître ça et enfin, tu sens qu'à un moment donné et moi, c'est ce qui s'est passé à un moment avec, un projet, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit: «D'accord, là, j'arrête de donner et tout Mhm. ce que j'ai donné avant, c'était avec grand plaisir et si je devais le refaire, attention, je le referais de la même manière. Là, je regrette rien. C'est juste que là, j'arrête parce que je vois qu'en face de moi, ça va pas on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas Bien sûr. sur les mêmes, sur le même cœur, en fait. On n'a pas les mêmes intentions et moi, j'y vais avec une vraie, je suis pas naïve, je suis pas bête, mais j'y vais avec une vraie, volonté je donne. Je m'arrête, enfin, je me limite pas, je calcule pas combien on me donne en retour ou quoi. Mais par Mhm. contre, je sens que là, on en profite trop et donc là, je vais m Oui, là, tu as eu la claire je vision de j'ai senti que c'était le moment pour, tirer un peu la capuche et dire: «Allez, salut, my time has come, salut». C'est vraiment ça, quoi. J'ai dit, à plus et ça m'a fait du bien aussi de savoir,
De savoir te dire: «OK, là c'est le moment d'arrêter de donner pour ne pas le regretter aussi après». Pour ne pas avoir dépassé une certaine limite et te dire, «Waouh». C'est-à-dire de toute façon, à partir du moment où tu penses à arrêter de donner, tu sais que tu as déjà dépassé cette limite, hein. Tu sais qu'on t'a déjà bouffé et que c'est bon, ils ont gagné la partie. Mais par contre, c'est quand tu pars, c'est pour montrer que tu joues pas le jeu. Donc c'est un autre sujet, quoi. Hum, je- Vas-y, la question que tout le monde attend, c'est qui les plus gros enfoirés que tu as vus à la comédie musicale? Non, je plaisante. Non. Je suis- Bah, surtout moi, tu sais, je suis pas vraiment dans ce monde de comédie musicale non plus. J'ai fait Starmania, j'ai rencontré plein de gens et c'était trop cool. Mais on m'a proposé d'autres projets dans la comédie musicale après et tout. J'ai dit: «Ça va, merci». C'était déjà en fait, c'était, très, très long Starmania et vraiment ce qu'on m'a proposé, c'était juste après et donc j'étais pas prête à repartir encore en tournée sur des C'est pas le trucs, moment. longs et tout et sincèrement, moi, je me suis retrouvée sur Starmania, parce que c'était Starmania, parce que c'était Thomas Joly, parce qu'on m'a contactée. Mais j'aurais pas ça aurait été peut-être un autre projet, j'aurais peut-être pas dit oui et je cherche enfin, en le faisant, je suis pas, parce qu'il y a plein de gens et c'est tout à leur honneur, chacun son truc. Il y a plein de gens qui faisaient Starmania pour rentrer dans le réseau de la comédie musicale, pour passer plus de casting, pour être vraiment en mode j'ai joué Bien telle sûr. doublure ou tel rôle ou tel je sais pas quoi, ou même des fois même sans faire une Ouais, c'est doublure, pour des le fois tu CV. passes, machin. Pour le CV, ça veut dire que tu peux passer, machin, et en fait ils font et c'est leur truc. Et moi, attention, moi la culture de la comédie musicale, je le kiffe. Moi j'ai grandi en regardant Singing in the Rain, Funny Girl, de tout, Fair Lady, tout ce que tu veux. Genre, tout ça, c'est vraiment ma culture à mort et j'adore. Mais, jouer dedans, et en France, c'est un autre monde aussi. C'est pas la même chose que sur Broadway ou à la West End. C'est un autre, c'est une autre façon de faire. Et c'est- moi, en tout cas, c'est pas le truc. Ça dépend du projet, en fait. Si le projet est fort, si on me propose un truc cool, si moi je sens aussi que je peux apporter un truc authentique dedans et tout, c'est cool, mais je vais jamais. En tout cas, je vais pas chercher volontairement à faire de la comédie musicale. Mais donc voilà, donc c'était pour détourner le sujet. Non, mais dans tous les cas, je plaisante évidemment. J'ai même pas réussi à la faire, la fausse question. J'ai rigolé Bah avant, oui, mais t'es même pas allé au c'était bout. bon. Euh, ouais, je me suis dit, je vais te la faire vraiment très sérieux. J'attends, je vais voir comment elle rebondit, mais voilà, j'arrive pas. Je suis trop gentil aussi. Euh, mais par contre, en parlant de différents profils, parce qu'on va arriver sur la fin de ce podcast, malheureusement, j'aimerais te poser deux dernières questions. La première, vu qu'il y a plein de profils différents, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu dirais justement aux artistes qui nous écoutent si tu devais avoir juste un conseil, Par rapport à quoi quelque chose exactement? que tu Juste as envie général? de partager? Ce qui devient, justement, Ce qui c'est me peut-être. vient, C'est vrai que j'essaie de. Ce podcast, il s'adresse surtout aux artistes qui peuvent être en phase de doute, qui se posent beaucoup de mmh, questions, qui se sentent bloqués sur plein de choses, évidemment, hein, sur toutes les choses qu'on a pu aborder. Mais voilà, mmh. te pose pas trop de questions. Non, mais ce qui vient Intuitivement, c'est quoi instinctivement, que tu aimerais dire? c'est être vrai. En fait, à partir du moment et je sais que des fois, quand tu veux être vrai, tu as l'impression de beaucoup risquer parce que tu te mets un peu à poil devant les gens et tu montres vraiment qui tu es. Mais c'est toujours plus simple quand tu es vrai que si tu t'essayes de fausser, les routes ou si tu essaies de construire un faux truc. Et je parle pas de construire un personnage pour les gens qui aiment construire des personnages pour la scène, des trucs ça. Je parle pas de ça, je parle du côté de ce que tu mets dedans et comment tu te comportes avec les gens et comment tu gères, juste, tout ce qui se passe autour de toi. Je pense que être vrai, c'est hyper important. Toute cette hypocrisie, c'est trop facile de se faire absorber par l'hypocrisie, qui est omniprésente, je trouve, dans le milieu dans lequel on est. Et et attention, c'est pas le truc de cracher dans la soupe, de dire, «Ah ouais, tout le monde est hypocrite, gna gna gna», mais c'est juste que c'est un vrai fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et moi, c'est un des trucs aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir, des gens faire des choses, pas incroyables et des gens derrière leur dire: «Ah incroyable, bravo», et dès qu'ils sont pas là, ils sont en mode: «Ah putain, c'est de la merde, c'est mauvais». Et ça, et c'est pour ça que moi, genre, un des trucs, pour lesquels sur lesquels je tiens énormément, c'est qu'on soit honnête aussi avec moi. Si moi je suis vraie,
en face, il faut qu'on soit honnête. Si un jour je suis pas ouf, faut qu'on me le dise direct. Faut pas tourner autour du pot. Si s'il y a des trucs à utiliser, à booster, il faut me le dire. Enfin, je pense que juste le fait d'être vrai, c'est hyper important. Voilà. J'ai envie de rire parce que je me suis dit, on finit sur la note du petit conseil pour faire du bien. Et t'as dit, ouais, les gens sont hypocrites et tout, ça va détruire tout le monde, quoi. Dernière Non! dalle. Euh, Non, mais c'est pas pour dire tout le monde est hypocrite, c'est pas ça. C'est juste que le milieu prête beaucoup à ça aussi. Les gens jouent souvent un jeu. Il y a toujours un truc où t'es jamais sûr que si les gens en face de toi sont en train de te dire la vérité ou s'il y a un deal derrière qui se fait. Et c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de deals qui se font derrière et il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous, on n'est pas du tout au courant. Et quand on rentre dans un milieu, dans un projet, dans n'importe quelle dynamique sociale ou quoi, et en fait, personne ne joue le jeu, franchement. Donc toi non plus, enfin, je pense que la personne, toi en tant que personne, il faut pas non plus que tu montres toutes tes cartes. C'est pas l'idée, mais c'est juste d'être vrai. Comme ça, en fait, même toi, tu te retrouves pas à être bloqué dans un mensonge après, à plus savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as essayé d'être pour rester droit. Enfin, c'est toujours la manière la plus simple et en fait, au final, c'est plus gratifiant même pour toi de te dire j'y suis arrivée moi-même, quoi. Ah bah c'est la bonne route, hein. Et encore une fois, si t'es pas un menteur, enfin même si t'es un menteur, c'est toujours pour des raisons plus profondes, mais être vrai, c'est ce qui est à la fois ton moteur et c'est ce qui va faire péter ces plafonds de verre. On en revient, mais construire quelque chose qui n'est pas toi, tu vas te Mm. dire mais putain, mais pourquoi je bloque, je comprends pas, pourquoi j'ai pas de DA, pourquoi j'ai pas d'opportunité, pourquoi je publie sur les réseaux, j'ai pas d'engagement, pourquoi je fais ci, pourquoi je passe les castings, ça marche pas. C'est parce que on peut pas duper. Et Ouais, ni les ouais, autres, ni complètement. soi-même, et encore moins soi-même. Et en fait, Il y on a peut des pas gérer un évidences. projet. Mm. Hmm. Mais par contre, le bon point, c'est qu'avec Internet et l'arrivée évidente en fait des indépendants, heureusement, ça se calme quand même cette hypocrisie. Voilà, Ouais, il y a des, ça se mélange, c'est mais pas forcément c'est qu'il y a sûr, des têtes ouais. qui sont tombées, mais il y a voilà, les trônes changent en fait, et quelqu'un peut Mm. demain être 100% indépendant avec Internet et monter sa propre équipe et être bien entouré. Ouais, Et, c'est sûr que les règles ont changé, ouais. C'est plus, voilà, c'est pour plus les mêmes effondrer règles. aussi ce milieu des vrais gentils. Mais Il y en a. ça aussi, quand tu dis moteur, ça me rappelle parce que Thomas Joly, ça a été vraiment une des figures qui m'a beaucoup guidée sur Starmania et qui a été vraiment enfin, un vrai support, en tout cas mental et émotionnel, et un vrai exemple. Et il m'a dit ça à un moment où c'était un peu le moment où j'étais un peu fou. C'est bon, là, ça tire un peu et je crois que c'est bon, c'est la fin du trajet pour moi et tout. Ouais, tu forçais, Euh, t'étais en force, quoi. non, j'étais pas en forcing, mais j'étais quand même à un moment où il fallait tenir bon parce que c'est bon. Je sentais que après ça, j'allais dire c'est bon, je me retire. Euh, il m'a dit il faut juste que le moteur ne devienne pas la haine. Et, et là, pour le coup, c'était visé, enfin, c'était par rapport à un contexte très précis. Bien sûr. Mais cette phrase, elle peut résonner dans tous les sens. En fait, le moteur, c'est ce qui est hyper important, et ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais le moteur, ça doit jamais être Mhm. ni la haine, ni un truc contre l'autre, ni la superficialité. En fait, ça doit être quelque chose qui est toi. Et si c'est, enfin, il faut trouver ton moteur, et là, je pense que c'est une bonne base, un bon début, quoi. Mhm. Mais c'est la haine, bon, c'est d'autant plus évident. Je dis pas que ce qu'il dit c'est évident. À ce moment-là précis, c'était Hmm. la phrase dont tu avais besoin d'entendre, etc. Mais euh, très souvent, les artistes, ils changent le moteur avec quelque chose qu'ils croient bon aussi. Et c'est pareil, tu vois, par exemple, tous les artistes, les chanteurs indépendants et qui sont tous les jours quand ils se lèvent, en fait, ils pensent aux vues sur les réseaux parce qu'en fait, ils se disent c'est Hmm. comme ça que je vais être artiste, etc. Bah ouais, oui. C'est pas bon parce que c'est pas le moteur, ça fait partie de ton véhicule artistique. Mais par exemple, les vues ou la création de ta communauté, et pas audience déjà, communauté, c'est les roues de ton véhicule, mais c'est pas le moteur. Et Hmm. donc en fait, si tu mets la roue sous le capot, tu vas pas aller bien loin. Et en fait, tu vas te Hmm. dire, ah, mais putain, mais pourquoi je force autant et qu'il n'y a aucun résultat. Mais ça peut être ça, ça peut être
des finances aussi, ça peut être la notoriété, ça peut être l'amour du public, ça peut Bah, être surtout qu'aujourd'hui, tout est relié à la notoriété. Il faut être connu sur Insta, il faut faire des vues. Ça veut dire, et si tu fais des vues, ça veut dire que tu peux faire de l'argent, tu peux faire des trucs. Et de toute façon, aujourd'hui aussi, les règles ont changé. Comme tu as dit, il y a plus d'indépendants parce qu'en plus, on rentre dans un rythme où si t'as pas 1 million d'abonnés et 400 millions de vues sur je sais pas quoi, il y a plus, c'est pas les labels, tout ça, ça s'intéresse pas. Les salles, pareil, il faut avoir rempli des salles, machin. Et donc, je peux comprendre que pour certains artistes, ça soit une angoisse, quoi. Mais justement, comme tu as dit, le piège, c'est que ça ne devienne pas ça le moteur. exactement. Et le moteur, c'est toujours plus profond. Chaque artiste a quelque chose de différent. Il faudra creuser le tien à 100%. J'aimerais bien avoir les mots les plus précis, mais je pense qu'on aura un autre temps pour le faire. On arrive à la fin. Dernière question. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire en interview ou autre part? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire parce que personne ne t'a posé la bonne question? Qu'est-ce que j'ai jamais osé dire? Bah, déjà, ce que j'ose pas dire, j'écris des chansons pour dire ce que j'ose pas dire. Quand j'écris, moi, je règle mes comptes dans les chansons. Parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui confronte pas. Genre, jamais de la vie, si on peut me faire le pire des mots, je n'irai jamais dire tu m'as fait mal, c'est terrible, je te parle plus, ou alors, enfin, pas du tout. Genre, comme je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. je disparais plutôt que de Mais il y a un confronter. nouvel EP, il y a un nouvel EP qui arrive. Oui, ça t'inquiète, hein. Mais non, mais c'est sûr que ça fait partie des raisons pour lesquelles je me retrouve à écrire des chansons. C'est parce que j'ose pas dire des choses et que je peux les dire qu'en chanson. Et quand c'est moi qui détourne les paroles, comme je préfère, comme ça passe inaperçu, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Moi, je sens que j'ai vidé mon sac. Et voilà, que sera, sera. Si les gens ont compris, tant mieux. S'ils n'ont pas compris, tant pis. Enfin, c'est pas, le but, c'est pas d'afficher les gens non plus. C'est juste que moi, je sente que j'ai dit ce que j'avais à dire et voilà. Mais en contexte Alors, c'est d'interview, très je gentil sais d'avoir pas. c'est très gentil d'avoir détourné la question. Je sais très Non, bien que non, tu parles mais dans ton EP, hein. Je sais pourquoi No Hard Feeling a été créé. Mais la question là aujourd'hui, c'est je sais qu'est-ce que pas. tu n'as jamais osé dire parce qu'on t'a jamais posé la bonne question. Tu sais, je suis très bavarde aussi de personnalité. Enfin, je crois là, t'as compris, hein. Donc, dans la vie, des fois, je dis des trucs, mais même moi, j'ai en train de dire, mais non, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Stop, 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 stop. Mais non, franchement, là, j'ai rien qui passe Ben, en tête je de peux te qu'est-ce que poser j'ai la jamais osé question, dire. Ouais, ouais. Je peux te poser la question un petit peu différemment. Quelle ouais. question on t'a jamais posée et que tu aurais aimé qu'on te pose au moins une fois, dans n'importe quel contexte? Ah, je sais pas. Ou on m'a beaucoup posé de questions, ou moi-même, je me suis pas encore posé ces questions-là pour avoir des réponses et être à l'attente de qui va me poser la question pour que je la donne, cette réponse. Mais en fait, je suis à un moment dans ma vie aussi où il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit dans moi en tant que personne qui évolue, mais aussi dans mon rapport à ce que je fais comme métier. Euh, donc il y a beaucoup de choses où même moi, je suis en train d'essayer de comprendre ce que je suis en train de faire et de devenir et essayer d'anticiper ce qui se passera après. Mais je sais pas, non, franchement, je sais pas quelle Tu question. sais quoi, je vais. T'as une proposition? On va pouvoir conclure. J'ai une proposition de carrière, pas une proposition de question. Tout à l'heure, tu as dit si jamais ça s'arrête, je pourrais faire autre chose. Tu peux être très bonne politicienne. Ah Franchement, bon? t'es au top. Ah, je Ah serais ben, je te pose une terrible! question et Je tu veux serais 10 minutes à me terrible! répondre Ah, mais moi, je à m'affiche côté, en donc plus c'est comme nickel. vraiment. Ah, tiens! Mais en fait, ça, c'est plus mon côté Non, bavarde et je pars tout le temps dans plein de trucs, dans tous les sujets. non, Mais non, non, je te garantis bonne j'aurais été politicienne. une terrible Je te menteuse. pose la question, Oh! qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te pose comme question? Tu me dis, alors écoutez, dans ma vie, aujourd'hui, ça change beaucoup. Je pense. Non, voilà. Donc, si jamais, je sais où on te retrouve si la carrière Ah, c'est terrible parce que doit vraiment, bouger. moi, je suis une Écoute, on très arrive mauvaise à. menteuse, hein.
Je suis une très très mauvaise menteuse. Je suis politicienne, on comprend tout ce qui se passe. Non, mais du Dès coup, que mais bien sûr, voilà, tu peux être très mauvaise menteuse, mais tu omets très bien la vérité Euh, enfin, bref, à côté. Non, je t'embête, Ça, c'est le côté évidemment. On marocain, c'est le arrive côté à, marocain. on arrive à 1h40 de podcast, on arrive sur la fin. Merci beaucoup pour ce temps partagé. Merci à J'espère toi, qu'on c'était se trop cool. reparlera et j'en suis sûr aux artistes qui vont écouter ça. Et puis, ben, voilà, on va suivre Non, merci après beaucoup, tout ce que tu vas faire. c'était hyper cool. Je ne sais pas comment tu peux en parler ou pas. Je sais qu'il y a des actus qui arrivent. Ouais, Si jamais tu veux en parler, ben, on t'écoute aussi, évidemment. bah, L'instant promo peut être. l'instant promo, bah écoute, j'ai l'EP qui est sorti en septembre, qui est disponible partout sur les plateformes de streaming. Il y a 6 chansons, ça s'appelle No Hard Feelings. Et sinon, moi, je viens de finir de tourner un film qui va sortir bientôt. Je sais pas quand exactement, mais bientôt. Et le film s'appelle Malika. C'est le prochain long métrage de Mounia Medour. Et c'était une expérience très folle. Et j'ai joué le premier rôle dedans. Donc on verra ce que ça va donner à l'écran. Je sais pas si je vais m'enterrer dans un siège pendant les premières ou pas. Mais en tout cas, l'expérience était très cool et j'ai hâte de voir le résultat. On verra bien ce que ça va donner. Puis voilà, hein, là, je vais me remettre un peu au travail sur la musique. Je sais pas encore quand, mais il y aura forcément un album à venir. Et puis voilà, c'est un peu ça l'actualité. Ben, écoute, voilà, hâte de voir tout ce qui va sortir, hâte d'entendre ce que tu vas nous pendre et de voir le film, voilà, sans donner trop d'infos et de dates. Les gens n'ont qu'à venir aller te suivre sur Ouais, tes non, franchement, réseaux. les réseaux, c'est le truc le plus simple pour communiquer les choses. Sur Insta, c'est là que je communique vraiment. Mais pour le film, en fait, c'est juste que c'est pas encore vraiment précis. Je veux pas non plus donner une date que les gens s'attendent et que si la date change, en fait, c'est pas ça. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est sûr que c'est prochainement, quoi. Écoute, Lilia, merci encore énormément. On va se quitter pour le podcast, mais nous, on se retrouve Oui, oui. juste là, on s'arrête. Et Mais en puis, tout cas, et merci on se dit beaucoup. au revoir. Ouais, c'était un moment Avec très grand cool. plaisir. Merci à toi. Une très très bonne discussion. On a parlé de plein de trucs et même moi, ça m'a fait refléter sur plein de sujets. Là, je vais aller cogiter aussi un peu sur moi-même, sur qui je suis et qui je vais devenir et pourquoi je fais ça. C'est Et le oh but, mon c'est le Dieu. but. Donc, ouais, non, franchement, c'était trop cool et merci pour ta bienveillance et tes questions super intéressantes. C'est ta Politique, hein? chanson préférée. Voilà. Non, non, je n'étais pas sur ça. Je veux dire, c'est ta chanson préférée. Mais on va pas la faire parce que bon. À bientôt. À la prochaine. Et bye bye tout le monde. Bisous.